toujours pas de plainte pour diffamation d'accusation de viol sur Ouais. les mineurs. Je sais pas, hein. Ça a pas l'air de l'outrer plus que ça, en fait. Hein. Ça, c'est vrai. Ça a pas l'air de vraiment le déranger, hein. C'est vrai. Ça va, tu te défends pas trop de ça, en fait. J'attendais la suite, je me disais, attends. Ah non, ah bah non. Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Trop content de vous retrouver, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait une semaine, tranquille. Hein, mais nous, pendant un moment, on se voyait tellement tout le temps que du coup, voilà. Ça nous manque très vite. À ma gauche, le one and only Dr H. Salut. Le 3e mondial Open Shack, si là je vous rappelle, médaillé de bronze. J'adore le jeu. Bah, on est obligé. Faut se raconter, faut se raconter. Évidemment, derrière la caméra, ma chérie Gaëlle Cagnan à la réalisation. On a Mani au tapis, au plaid, hein, tout simplement, comme d'habitude. Et on va revenir sur ce qui se passe. Déjà, merci de nous soutenir. Merci de tous vos messages qui me disent putain, c'est quand, machin, et tout. Comme je vous l'avais expliqué pour celles et ceux qui sont sur le Discord. Et si c'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur le Discord. On va vous mettre le lien. Voilà, donc ça marche, le son marche bien. Hamza vérifié sur son téléphone. Qu'est-ce que je voulais dire? On va essayer de maintenir notre épisode dans la semaine parce que c'est vrai que là, moi, la tournée a commencé. Là, j'ai commencé au Vésinet. Là, je joue ce soir encore au Vésinet. Et je pensais que c'était plus proche d'ici, mais en fait... Non, 7-8 quand même, c'est du 7-8 loin. Hein. Ouais, voilà, c'est 7-8 proche Sartrouville. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement Pec, Vésinet. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est un peu loin. Donc là, c'est la petite... là, je vais faire Montrouge demain. Après, Montrouge, ça va, c'est plus proche. Il y aura Poissy. Il y aura Agnières, etc. Rueil-Malmaison et tout. Bref, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va essayer de se voir au moins une fois dans la semaine. Il y a toujours le remerciement, évidemment, à toutes celles et ceux qui participent au Tipeee, ceux qui se réabonnent sur Twitch. Allez-y, sur le Prime, il faut toujours refaire l'abonnement pour linker votre compte Prime avec le compte Twitch. Il faut faire ça tous les mois, ils font exprès pour parce qu'ils veulent pas de. C'est dommage qu'on puisse pas automatiser le truc, mais ça fait trop plaisir en tout cas. Il y a E2TS, Giflo Gang, c'est le chat Food Truck aussi qui nous soutiennent. Si vous avez envie de soutenir, merci Nafta. N'hésitez pas, on va réagir au dernier épisode. Très bon score pour ce dernier épisode. La dernière nouvelle, il en est à 11K, j'étais très content. Donc merci, ça fait trop plaisir pour le retour, ouais, grave. Y a Rétif qui dit dans les commentaires YouTube: je voudrais apporter mon témoignage, je travaille dans une école privée Montessori. C'est vrai qu'on avait parlé de ça. Exact. On a tous conscience de ce que ça veut dire, de l'entre-soi, etc. Et la volonté est clairement de s'ouvrir, ça se voit de plus en plus et ça dérange même certains parents. Et lors des législatives, la direction a annoncé que si l'extrême droite passait, l'école ferait valoir leur caractère privé et ne serait pas la vitrine de ce gouvernement. Tout ça pour dire que certes, la privatisation me répugne au plus haut point, mais sur ce cas particulier de l'éducation, le privé peut aussi amener une liberté et une autonomie vis-à-vis de l'État que le public n'a pas forcément toujours. Ouais. Mais je comprends pas du coup. Ah, Mani était là, j'avais pas vu, il est par terre. Je comprends toujours pas du coup pourquoi l'État donne de l'argent aux écoles privées. Alors je sais pas si les Montessori ils en ont, a priori, si, sûrement. Tu sais qu'il y a des contrats d'État. Oui, s'ils sont en contrat, mais des fois c'est possible qu'ils ne le soient pas. D'accord. Parce que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les écoles peuvent être chères. Très cher. Bah, Montessori, oui, c'est 8000 l'année, je crois, en moyenne. Parce qu'il me semble, je sais que j'ai plus les détails en tête sur les conditions, tu sais, les conditions de... parce que normalement, hein, mais je peux me tromper, hein, pour être contractualisé avec l'État, il faut que tu colles quand même pas mal sur les attendus pédagogiques. Mais en vrai, c'est possible, parce que c'est pas parce que tu fais une pédagogie alternative que tu ne réponds pas aux pédagogies attendues. Je crois qu'il y a des échéances où ils doivent avoir les mêmes types d'examens pour déterminer... Par exemple, voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Il me semble que tu peux contractualiser une classe, tu fais classe par classe, pas forcément tout l'établissement. Ouais. Et en fait, ça amène un budget parce que, ouais, effectivement, ça permet... Mais tu vois, Non, mais en gros... Tu te rappelles, on en avait visité une. Oui. Du réalisateur. Oui, carrément, dans le 17e, là, c'est ça. C'est ça. Je me souviin. Mais oui, en fait, c'est vachement tendance, mais parce que tu vois, c'est toujours le même réflexe qui est logique, et sûrement on en parlait tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que font les personnes qui ont beaucoup de moyens? Tu vois, dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est que ils cherchent techniquement ou théoriquement le meilleur. Et quelque part, c'est pas ça qu'il faut critiquer. C'est pas ça le problème en soi.
Et je pense que c'est ce que dit Rétif. C'est en gros, bah oui, en fait, il y a Montessori, c'est parce que Montessori c'est bien, et c'est vrai. C'est pas le seul truc bien, mais c'est bien. C'est structuré, c'est structurant, c'est pertinent, etc. Voilà. Que ça essaie d'être ouvert. Donc oui, tu vois, en gros, on sent qu'il y a une forme d'engagement de la part des acteurs et actrices de cet établissement. Mais donc le problème, c'est pas de chercher le bien ou le mieux. Le problème, c'est effectivement de le privatiser, de le réduire et de l'empêcher et de le rendre inaccessible à beaucoup. Et la vraie question sur l'école, en fait, il y en a plein. Hein. Il y a plein de trucs à soulever. Je reprendrai. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien l'approche de Ivan Illich sur le. Il y a des bons livres. Enfin non, tous les livres d'Ivan Illich sont. Ah ouais. Ouais, si. J'aimerais bien pouvoir dire bah oui, Ivan Illich. La convivialité, etc. Non, c'est un penseur extrêmement pertinent. Très très pertinent, et il parle à un moment donné, il y a même un extrait d'interview que vous pouvez très vite retrouver, où il parle de l'école. D'accord. Et lui, il souhaite une société sans école. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que, en gros, c'est un peu comme Feyerabend avec la science. Il critique l'institutionnalisation et le rôle institutionnel de l'école. Donc, en gros, c'est pas l'instruction qu'il critique, il est pas fou. Lui, il critique en fait que, en vrai, c'est une fabrique d'autorité et fait par une autorité d'enfants qui vont devenir en fait de bons petits citoyens, donc de bons petits soldats, de bons petits ouvriers, de bons petits salariés, C'est ça en fait que ça fait, et ça le fait réellement. D'ailleurs, si tu n'es pas d'accord, eh ben tu vas le payer. Tu vas pas réussir, tu n'auras pas le diplôme, tu vas être relégué dans d'autres voies, et on t'amènera ailleurs. Et en gros, et ça c'est pas l'instruction, ça c'est l'institution. C'est les mécaniques institutionnelles. Ah, mais oui. Tu vois, c'est pertinent de dire ça. Et selon moi, je le balance comme ça, mais peut-être qu'on en parlera. On parlera. Selon moi, il y a un équilibre qu'on peut trouver. Je pense sincèrement un équilibre qu'on peut trouver entre entre privatiser et ça appartient à l'État. Parce que c'est ça le synonyme. C'est si c'est pas public, c'est privé. Et donc si c'est privé, ça appartient à certains. Et si c'est public, c'est l'État, ça appartient à l'État. Mais à l'État qui lui-même de plus en plus n'est ni représentatif du peuple, ni réellement préoccupé par son intérêt, hein, parce qu'en fin de compte c'est d'autres intérêts, comme on parlait justement du gouvernement, et en fin de compte aussi se retrouve lui-même enfermé dans sa propre logique institutionnelle. L'équilibre entre les deux, il me semble, c'est que en fait les biens privés soient mutualisés dans un système de fondation autonome mais géré par les acteurs de l'instruction, donc les enseignants et les enseignantes. Et par ce système de fondation, on alimente tous les systèmes d'instruction, scolaire, mais d'instruction, qui donc demeureront libres, mais qui seront en fait... Alors après, oui, on pourra interroger le fait de la collégialité, ce que les enseignants, en vertu de quoi on est enseignant, comment on fait... Ça, c'est une vraie question, mais je pense qu'il y a plein de... Ça s'autonomise et ça peut parfaitement s'organiser, car l'autonomie n'implique pas la désorganisation, bien au contraire. Et donc, tu vois, ça pourrait être... Et je pense que ça sera de façon l'avenir. Ouais, bah, en vérité. Là, quand on voit ce qui se passe avec Merci Preach, avec tous les gens qui bah, tu vois, dans le public, bah, tu étais bien placé pour le savoir, dans l'enseignement public, on a besoin de profs, mais on veut pas mettre les moyens. Tous mes potes qui me disent ah putain, ça fait 4 mois que ma fille elle a pas eu de cours de maths. Ah putain, ça fait 5 mois que mon fils il a pas eu cours de français. Tu te dis bien putain, en fait. Au bout d'un moment, tu veux choisir d'autres choses. En fait, ce qui maintient les gens à choisir, à être encore dans le système, c'est, au-delà du fait que bah, c'est ce qui est à portée de main et qui est censé être gratuit, donc c'est cool, c'est surtout qu'on est encore dans une société qui est, dans le monde du travail, autour du diplôme. Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que tu as le cousin de Gaël qui vit à New York, qu'on a rencontré quand on y était, qui nous disait, en fait, moi, là-bas, j'avais les diplômes, et j'ai galéré sur mes premières années parce qu'en fait, ils me demandaient tous, oui, mais au niveau de l'expérience, les stages, les machins. Alors qu'en fait, ils me disaient aux États-Unis, ils vont pas forcément faire 5 ans d'études. Ils s'arrêtent souvent à la 3e ou 4e année. Oui. Mais ils font beaucoup de internship, là, comme ils disent, de stages. Et en fait, c'est ça, c'est cette expérience-là qui fait qu'on va les choisir. Et nous, en France, on est encore très, 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 très diplôme. Mais ça veut pas dire que tu vas d'être ça quand tu vas arriver à ton poste, parce que tu as un manque d'expérience qui fait que voilà, c'est la réalité, elle est sur le terrain. C'est là que tu vas vraiment peut-être apprendre 80% de ce que tu vas faire. C'est pas en recrachant les cours que tu as eu que tu vas être bon à ton poste. Donc, ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Absolument. Toujours sur l'école, tu as Loïcor qui dit émission super intéressante. La partie de l'école publique privée issue du 93, on nous a empêché de réussir
réussir. Si j'ai des enfants, j'hésiterai pas à les mettre dans le privé. Le niveau public est catastrophique. Je peux comprendre les gens. Et alors, j'ai pas son nom. Quelqu'un qui dit Kevin, tu dois isoler la partie sur le syndicat de parents et de coopératives. Il a tout dit, Dr H. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas, balancez-moi ça. Félicitations Hamza, nous dit Samira Kalaf. 2 heures de bon sens, masterclass. Merci à vous, vraiment super idée. Il faudrait qu'on arrive à sauver l'éducation nationale. Ça peut le faire si on est ensemble, avec des guillemets. Il y a Alexia qui dit un immense merci pour votre émission. Je me sens moi seul à me questionner sur le discours de Macron, notamment sur le passage de cette soi-disant ingratitude. Alors, je crois que je l'ai eu après la phrase où on en avait parlé. Oui. Oui, tu m'avais dit qu'en fait c'était une phrase d'un gars. Il a réessayé de reprendre une phrase d'un gars comme tout ce qu'il fait. Ouais, mais sauf qu'il l'a trop mal sorti. Ourida qui nous dit enfin le retour de Dr H, je suis vraiment contente. Encore bravo pour la perf. Et merci beaucoup. En tout cas, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Alors pour être un peu précis, je vais ressortir la phrase en question. Parce que c'était un gars sur Snapchat qui me l'avait envoyé et donc merci à lui. J'ai plus ton nom, je suis désolé, mais tu te reconnaîtras et je manquerai pas de te féliciter. Tiens, j'ai bien fait d'ouvrir le groupe parce que je me rends compte qu'il y a aussi un truc que je voulais traiter. Oui, voilà. Et on le traitera après. Hello boss, j'espère que ça va. Grosse force pour tes vidéos. Pour Macron, je crois qu'il a voulu reprendre la phrase « La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme ». Qui veut dire que les chiens sont capables de reconnaissance et pas les hommes. C'est une critique vers l'arrogance des êtres humains. Et c'est d'un mec qui s'appelle Antoine Bernheim. Okay. En gros, il a encore tout faux. Ouais, voilà. Il est nul, même quand il est extrêmement nul. Voilà. Tout simplement. Il est nul, là là. C'est encore une fois, vraiment, je le répète et franchement, je ne me lasserai pas de le répéter. Ouais. Encore une fois, ça montre toute la débilité profonde de croire en une hiérarchie qui plus est lorsqu'on la légitime par la compétence. Ouais. Parce que c'est doublement faux. D'abord, on n'a pas besoin d'être dirigé par quelqu'un pour faire quelque chose qu'on est censé savoir faire. Parce que si tu sais pas le faire, tu le fais pas. Ah oui. Si tu sais pas faire un truc, tu le fais pas en fait. Et si tu sais le faire, t'as pas besoin que quelqu'un te dise comment le faire. C'est vrai. c'est la base fondamentale de l'autonomie. En fait, ouais. Et c'est valable pour tout un tas de choses. Parce que après, confondre organisateur, organisé, coordinateur et dirigeant, c'est pas la même chose. Encore une fois, c'est comme le capitaine d'une équipe. Le capitaine d'une équipe, c'est pas le chef. Si certains peuvent le croire, certains veulent le croire, certains veulent l'imposer, mais en fait non, il coordonne. Il coordonne une stratégie sur laquelle on s'entend tous, et après il veille à ce que ça soit appliqué. Voilà, c'est sa responsabilité, parce qu'il a peut-être cette capacité de le faire. C'est tout, mais c'est valable dans tous les... Même en armée. Mais c'est bien de le dire comme ça. Oui. Capitaine, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui coordonne. Mais ça veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation. Non. Ouais. Et là, je crois qu'on a suffisamment la preuve que des hiérarques sont d'une inutilité profonde. Mais totalement. On passe à un petit sujet mood avant d'attaquer la news HMD. Un petit sujet mood, ça va rien dire, mais en gros mood, c'est quand je vous ressors des trucs que j'ai trouvé. Il y a des artistes, on m'a beaucoup sollicité pour ça et j'avais promis que j'en parlerais. Il y a des artistes danseurs hip-hop de renommée internationale qui se sont rassemblés sous un hashtag qui s'appelle, c'est le hashtag Hip Hop Nation for Palestine, for avec un 4, pour manifester leur solidarité au peuple palestinien, pour protester contre le génocide et la complicité des médias politiques. Et ils ont habillé la Tour Eiffel aux couleurs qui sont les leurs parce qu'ils sont mis sur le parvis, tu vois, de la Tour Eiffel. Le hip-hop, le Trocadéro, le hip-hop, le popping, le waving, voilà, ils ont tous plein de vidéos, etc. Et c'est à travers le monde, parce qu'il y a eu des vidéos au Caire, au Mexique, à Boston, à Kaohsiung, à Alger, à Medellin. Et en fait, on retrouve tous ces artistes de toutes les nationalités sur un hashtag, sur un compte Instagram qui s'appelle Universal Dance Floor. Voilà. La page, elle comptabilise plus de 500 000 vues en 3 mois, c'est énorme. Et en même temps, c'est aussi dérisoire par rapport à tout le boucan qu'on devrait faire par rapport à ça. Et l'objectif, c'est de provoquer une trend qui fasse un tollé sur la toile, tel que les MeToo, les Black Lives Matter. Et donc voilà, donc c'est un mouvement que je trouve vraiment très cool, que des artistes de danse se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et ben, on va se mobiliser à notre niveau et faire des choses. Donc voilà, je voulais
faire ce petit big up à Universal Dance Floor. Donc allez-y, suivez-les. Le hashtag, c'est Hip Hop Nation for Palestine. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur les avancées au Moyen-Orient. On a l'impression que je suis sur BFM TV. Et on aura l'occasion de revenir sur les avancées au Moyen-Orient avec notre spécialiste Hamza Garouche. Ah oui, je voulais juste te dire, donc on était à New York la semaine dernière avec Gaël. Et en fait... On a voulu, j'ai pensé à toi, on a voulu aller chez Columbia University parce que d'habitude, les universités, on peut les visiter, tu sais, on peut se balader sur le campus. Et ben non. Ah ouais. Ah voilà. Hein. Et donc, alors, parce que normalement, vraiment tout le temps. Hein. Bah, alors, moi, quand j'y suis allé en 2007, j'avais visité, je me rappelle. Mais de ouf, hein, c'est connu. C'est hein. ouvert et tout. Et dans presque tout le monde entier. Et là, donc, on était trop contents avec Gaël. On s'est dit, ah tiens, on va voir une université. On n'avait jamais vu. Enfin, moi, je m'en rappelle quasi même plus, tu vois. Donc, c'était l'occasion de redécouvrir. Et il y avait des... Ouais, c'est stylé. En plus, on a grandi avec ce truc-là de campus américain énorme et tout. Donc... Et puis, Columbia, j'avais pas capté. Ça fait partie de la Ivy League en plus. Bien sûr. Donc, c'est pas... Évidemment, Columbia, c'est un truc de... Ouais. La bibliothèque de Columbia, la bibliothèque universitaire, elle a le même fond que la BNF. Ah ouais? Non, mais littéralement. Ah, putain, elle ne ferme jamais. C'est une dinguerie. Elle ne ferme mais jamais. alors, tu sais quoi, le cousin de Gaël, Fauzi, qu'on embrasse, il a fait une année, lui, c'est ça? Il a fait une année à Columbia. Bon, il a galéré. Hein. C'est un mec qui vient du 7-7. Big up à lui. Il a dû prendre 3 crédits dans 3 banques différentes pour pouvoir payer son année. Il a pas fait ça par une bourse et tout? 3 crédits, 3 banques différentes. Ah bah oui. Oui. T'imagines? Parce que les gars, ils ont dit non, on vous donne que 15 000. Non, nous, c'est 20 000. Machin. Ça a coûté en tout 70 000 balles. Parce qu'on n'y croit pas aux études. Hein. Ouais. Tu vois, si au cas où on en douterait encore. Ouais, c'est ça. Bref, il a fait son année là-bas et il a dit, lui, pour le coup, qu'il avait trouvé ça éclaté en termes d'enseignement. Les livres... Attends, un truc de ouf. Les livres, il doit les payer. C'est-à-dire que c'est pas assez de payer déjà 60 000 balles. Il a dû garder 10 000 balles pour payer les livres, le logement, le machin. Et il devait acheter les livres de ses profs, souvent. Et c'est des livres à 300 balles parfois. Non mais wesh, 300 balles. Et en fait, il disait parfois, les gars, ils nous ressortaient juste ce qu'il y avait écrit sur le livre. Puis après, toi, t'es là, tu fais... Ah ouais, moi, j'aurais pu directement... Et cette étude de quoi, tu sais? Finance. Ingénieur en finance, ouais. Ah bah, il a été initié très tôt. Ouais. On l'a fait comprendre. Mon gars, c'est la finance. Hein. On t'avait pas expliqué. Bah voilà, on va t'expliquer en fait. Donc ouais, les escrocs. Non mais j'avoue. Et donc lui, il était dans la bonne fille. Hein, il s'est pas trompé. Ah ouais, franchement, ça l'a écœuré. Vraiment, il s'est dit super quoi. Il a pas trouvé ça. Genre, il pensait vraiment avoir des profs à la Robin Williams qui te font des cercles des poètes disparus et tout. Ça c'est en philo ça. C'est pas en finance. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est dans la filière. C'est pour ça que j'ai dit, il vend son propre livre qui sert à rien. Je fais, ça me dit quelque chose. Je voulais pas avoir le préjugé, tu m'as dit finance. Je fais, c'est bon, voilà, c'est bon, on a la démonstration. Hein. Voilà, c'est QFD, les amis. Hein. Ouais, on t'apprend déjà la carotte en fait. C'est ça. Tu feras la même chose quand tu seras grand. Quand tu seras grand, tu feras la même chose. Tu vendras des formations. Et donc, on a voulu y aller. Et en fait, il y avait des barrières partout, enfin des portiques. Et donc, on a demandé. Avec un système de sécurité et tout. Et à un moment, on a parlé à un gars et tout. On lui a dit pourquoi on peut pas rentrer. Et il a dit, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière, voilà, maintenant, c'est plus accessible. C'est ouf. Hein. C'est grave. Non, mais c'est trop dommage. Mais en même temps, voilà, je voulais en parler parce qu'ici, on a beaucoup parlé d'Ivy League qui s'étaient rebellés, machin, qu'ils avaient envoyé pour la première fois à la police dans la fac tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais. C'est un précédent sérieux. Hein. C'est pour ça. C'est dingue. Hein. On ne dit pas ça parce que juste on a une émotion militante. Non, c'est très sérieux. C'est un précédent très, très, très sérieux. Et pour moi, comme on dit, c'est un précédent même tellement grave que quelque chose s'est brisé. Vraiment, quelque chose s'est brisé. Et ça va être très dur de revenir en arrière. C'est irréversible selon moi. C'est chaud. Hein. Tu touches la franchise universitaire, pas bon du tout. Non, c'est chaud parce que comme il le dit, c'est censé être les élites de demain. Putain, il va se passer quelque chose. C'est l'université aussi, le lieu qui caractérise le mieux normalement la liberté. C'est très important et très lié en fait à l'université. Mais tu vois, tu nous en avais déjà parlé du budget des universités américaines qui sont en milliards pour certaines. Mais c'est un truc de ouf avec moi, avec Gaël. Donc on a fait le tour de l'université par l'extérieur, en espérant trouver une porte, une brèche, mais il n'y en a pas. Et à un moment, je m'arrête et je me dis, putain, regarde et tout. Il y avait derrière les barrières une ambulance. Il y avait une ambulance.
Et on regarde sur le côté de l'ambulance, une ambulance vraiment américaine avec écrit emergency machin, et sur le côté il y avait écrit que c'était l'ambulance de l'University of Columbia. Je me suis dit putain, les mecs ils ont leur propre ambulance. Ils ont leur hôpital surtout. C'est ça que ça veut dire aussi. Ben oui. Mais ouais. C'est l'hôpital universitaire. Ben oui. Putain, mais c'est une dinguerie. Bien sûr. Non mais c'est des mini villes quoi. Bah oui, quand tu mets en quelque sorte encore en une même fois, temps quand tu lâches 70K. J'allais te dire. À un moment donné, quand tu mets les sous, bah oui. Hein. Non mais c'est abusé. C'est sûr. 60K et tu dois payer tes livres. Ouais, il a gardé 10K pour les livres et pour la vie. Parce qu'en plus, dans les 70 000 qu'il a pris, qu'il a emprunté, je me permets, parce que je sais qu'il en parlerait librement, et puis c'est important de savoir un peu comment ça se passe. Moi, quand il nous a parlé du prix, je lui ai dit, mais attends, dans le prix de l'université, t'as ta chambre étudiante, t'as ta machin, non, que nenni. Et c'est ça le pire, c'est qu'il avait même pas tout ça. Et donc, il disait que, non, franchement, l'enseignement... Parce que lui, il avait fait Polytechnique, si je dis pas de bêtises, en France, tu vois. D'accord. Et là aussi, il avait dû emprunter de l'argent, mais c'est pas les mêmes sommes, tu vois. Ah non. Ouais, c'est pas les mêmes sommes. Et il s'est rendu compte que l'éducation en France était quand même de qualité, de base, par rapport au ratio. Et c'est tellement beau qu'on va mettre fin à tout ça. C'est ça qui est ouf. Eh ben oui. C'est ça qui est ouf. Ah, penses-tu? Ouais. Je sais pas si on va parler de Los Angeles. Le feu? Ouais. Ah, on l'avait pas, mais on pourra en parler. Ah oui, il faut en parler. Ouais. C'est trop important. Mais il y a plein de trucs là que j'ai. Il y a plein de trucs. Très, on va parler de ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais vas-y. Beaucoup. Je vais le rajouter. T'as gagné. On passe à la news HMD, la petite news alhamdoulilah qui fait plaisir. Alors, je suis pas directement concerné. Enfin, je l'ai été à l'époque quand je bossais chez Mondial Assistance. L'utilisation des tickets restaurants, enfin même si maintenant c'est plus trop des tickets, je crois qu'on a une carte comme une carte bleue, ouais c'est ça, une carte resto. Oui, désolé, je peux difficilement ne pas sourire quand on parle de tickets restaurants. Pourquoi? Je trouve que c'est le move le plus humiliant de la terre en fait. Ah, d'avoir des tickets restaurants. Bah, bien sûr. Tiens, quelques écus pour aller prendre ton repas. Bah non. Que t'as payé à moitié. Et t'as pas le droit de les utiliser en dehors des heures de travail. Parce que je veux m'assurer que tu bouffes pour travailler. Ouais. C'est répugnant. Et bah là, ça sale. Ah non, c'est ignoble. Et bah là, le truc, c'était ça, moi, j'utilisais. Eh bah, ah ouais, tu pouvais. Mais moi, à mon époque, quand c'était les chèques. Oui, c'est tranquille. Tu pouvais les utiliser n'importe où. Parce que moi, je me rappelle, je volais des chèques restaurants dans le carnet de ma grande sœur, parce qu'elle en avait quand elle bossait chez Club Med Gym, et je prenais toujours les chèques du milieu pour pas que ça se voit, et j'allais acheter des grecs avec. Mais à n'importe quel, mais moi j'avais pas ce truc à n'importe quel moment. Ah ouais. Ah oui, quand il y a les cartes. Ah oui, comme il y a les cartes. Et on te vend ça au départ en disant, mais c'est ton salaire en ticket restaurant. Et alors attends, et regarde le truc de ouf, c'est que pourquoi je dis HMD, c'est parce que l'utilisation des titres de restaurant pour les courses alimentaires sera prolongée jusqu'en 2026. Parce que je rappelle que là, normalement, à la base, depuis cette année, on n'avait plus le droit d'utiliser son titre de restaurant pour faire des courses. Oui, en gros, ils te contrôlent. Non, mais... Ils veulent que et non, tu sais quoi? Tu pouvais aller chez Auchan ou dans un supermarché, mais c'était pour acheter les sandwichs triangles, les pasta box, tous les consommables immédiatement. Et dégueulasse. Non, mais c'est... Genre, c'est-à-dire riz, pâtes, tu pouvais pas. Humiliant. Non, mais c'est des fous. Mais je sais pas si les gens se rendent compte en fait à un moment donné. Hein. Mais c'est vraiment c'est vrai que Mimomaz il dit un truc de ouf aussi. Depuis que c'est une carte, tu peux plus les donner à des nécessiteux parce que tu te rappelles à l'époque quand ça faisait la manche, une pièce, un ticket restaurant. Exactement. C'est une dinguerie. Ah, ils ont changé, ils ont niqué le truc pour être sûr que c'est que quand tu taffes. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le dévoilement des intentions premières. Si jamais vous avez encore des doutes sur la servitude que représente le salariat, bah, ça vous semble un peu plus clair ou il vous faut encore une démonstration? À un moment donné, le gars, il vient habillé en cuir et avec des fouets du Moyen-Âge. Enfin, vous voulez quoi, en fait? Mais c'est vrai, c'est bizarre. Les gens, ils veulent des démonstrations plus importantes. Bah oui. Mais non, mais je trouve ça tellement humiliant. C'est-à-dire que, normalement, le move, c'est si jamais tu es obligé, parce qu'évidemment, nous sommes très nombreuses et nombreux à être obligés de travailler, job alimentaire. Et il faut ne pas perdre de vue que c'est du job alimentaire, c'est-à-dire du bullshit job, mais alimentaire. Et ben, en fait, quand tu viens avec ton employeur, quand il vient, il te dit alors voilà, vous allez te payer ça, mais vous avez de cette partie, mais en ticket restaurant. Tu dis alors déjà, tu restes tranquille, tu vois cette partie, tu me la mets pas en ticket restaurant, tu me la donnes directement, et je sais me débrouiller comme un grand. Tu vois, parce que si j'ai envie de jeûner, je jeûne. Oui, parce que c'est ça aussi qui est drôle. Si j'ai pas envie de manger le jour de mon travail, donc t'es en train de me douiller en fait. Je suis même pas libre.
Ça se cumule. Oui, mais ça se cumule, mais ça se cumule toujours avec la nouvelle carte. Ça se cumule, que mais sur la période pour le moment où tu travailles. Donc, oui, tu auras plein d'argent, mais tu vas pas prendre 2 déjeuners. Voilà, tu vois, il y a tout, c'est exactement ça. Et donc, en gros, il y a vraiment ce truc, mais on te prend une partie, mais c'est humiliant. Ça n'a qu'une seule fonction, c'est de t'humilier. Je dis n'importe quoi, je sais pas ce que ça représente dans le mois parce que j'en ai jamais eu, Dieu merci. Mais sous mon temps, tu fais, mon petit patron sympa, tu vas me convertir ça dans mon salaire directement. Laisse-moi me débrouiller. Je sais faire ça comme un grand. Oui, parce que je rappelle que tu payes une partie de ta carte que tu payes. Ça vient pas de nulle part. Hein. Je demande à 50 ou 50% ou 40% de d'accord. Ça dépend de l'entreprise. Tu se mets bien avec un gros système machin d'une économie de fou. Non mais c'est voilà. Bon, donc c'est une HMD avec évidemment une Astérix. Et merci de rajouter cette petite notion. Oui, le pourcentage dépend des boîtes. C'est ce que disait Gaël, Mimomes qui confirme. Mimomes et Gaël qui ont le même background quasi professionnel, c'est marrant, qu'on fait du recrutement, qu'on bossait dans le milieu de l'insertion professionnelle et du sport, dans le marketing sportif. C'est vraiment des jumeaux. Alors, on va passer directement au Mezze. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a trouvé une boutique dans un aéroport qui s'appelait Mezze. J'ai voulu faire une vidéo, on l'a pas faite. Le Mezze, les petites news à picorer. Alors, il y a beaucoup de trucs à picorer. Je vais vous dire, j'espère que vous n'avez pas mangé avant l'émission, parce qu'on va beaucoup becter. On va commencer par le cessez-le-feu à Gaza. Alors qu'il y a un cessez-le-feu qui est prévu ce dimanche, Israël a bombardé des tentes de civils déplacés dans le centre de Gaza, faisant plusieurs morts et blessés. Le rythme des bombardements a augmenté ces dernières heures. Alors j'ai 2 choses. J'ai mon pote Faisal, que j'embrasse, qui joue avec moi au théâtre, qui m'a fait une vanne tellement drôle. Je suis obligé de la ressortir, je suis désolé, Féfé, mais c'était très drôle. Parce que je lui raconte cette news hier, tu vois. Et il me dit, ah ouais, les mecs, ils sont en mode, là, le magasin, il va fermer dimanche, liquidation totale. Je te jure, c'est vrai. Allez, liquide, 90%, là, on liquide les stocks. Mais c'est la stricte vérité. Je te jure que c'est ça. On est dans ce niveau de chacalerie, en fait. Mais vraiment, là, ils nous ont fait la méthode, tout doit disparaître. Allez, prenez. Vite, avant que ça ferme. Après, ça, c'est dégueulasse. Et alors, attends, moi, je mets ça et je reprends cette phrase que j'ai mise en story. Et il y a quelqu'un qui me dit c'est la faute du Hamas. Oui, bien sûr. Qu'il y ait du bombardement, parce qu'ils ont décidé, parce que le Hamas a décidé de rajouter de nouvelles conditions au cessez-le-feu. Ah bah oui. Ils ont rajouté des conditions. Je dois bombarder. Bah c'est ça. Je dois bombarder. C'est évident. Le niveau de matrixage des gens. La personne me dit... Il m'a mal parlé. Allez, bombarder son visage. Ça, oui. Tu rajoutes des conditions, tu leur dis, non. C'est une négociation. Tu sais, tu peux parler, hein. Tu peux parler, t'imagines. C'est comme si, demain, imagine, tu dois vendre ta voiture à quelqu'un de chez Tsahal. T'es dans la merde, hein. Tu l'as fait à combien 15 000. 15 000 Non, ça va pas. Tu m'avais dit à la base, 14 000. Voilà, on va brûler son immeuble. Non, je vais tirer une roquette. Non, mais c'est pas ça la négociation. Il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire que. Et des gens, tu trouves des gens qui justifient ça. Mais plein. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais. Alors, en fait, ça me dit 2 choses. Je me rends compte déjà que j'ai beaucoup de gens pro-sionistes israéliens qui me suivent depuis longtemps, parce qu'il y en a parfois qui me sortent mon background. Ouais, à l'époque où tu avais fait ce sketch là, machin, je me dis, ah ouais, putain, vous me suivez depuis longtemps. Donc c'est cool, ça veut dire que j'avais une espèce d'aura cosmopolite où tout le monde pouvait s'y retrouver. Mais du coup, maintenant que j'ai dit, par contre, ça, moi je cautionne app, là, du coup, je me retrouve avec ces mêmes personnes qui me suivaient depuis longtemps, qui peut-être là, tombent de 8 étages à se dire, oh putain, mais en fait, Kevin est humain. Mais en fait, ça semble logique, tu vois, genre. Tu dis que le Hamas rajoute des nouvelles conditions qui n'étaient pas prévues, on bombarde des civils. Et toi, dans ta phrase, à aucun moment, tu te dis ah, c'était peut-être... ça n'a aucun rapport. Attends, quand je le dis verbalement... verbalement, ouais. Non, mais c'est important. Voilà. Ça va pas. Ouais. Rajoute de nouvelles conditions, on tue des civils. Donc déjà, je comprends pas. Et ensuite, la personne me dit, et pourquoi tu parles pas du fait que le Yémen continue de bombarder ? Parce que c'est pas le sujet. Ouais, fait, voilà. Vous êtes des ouf. Le cessez-le-feu, il est entre le Hamas et Israël. Toi, tu me parles du Yémen, qui a et au demeurant qui bombarde pas des tentes de civils israéliens. Non, pas à ma connaissance. Voilà, c'est ça. Ils essayent de bombarder des positions stratégiques, des infrastructures, etc. Et puis quand ils y arrivent, parce qu'ils sont très bien équipés en face. Donc en fait,
tu mets sur la balance le Yémen alors qu'on parle du cessez-le-feu à Gaza, entre le Hamas et entre Israël. Et toi, tu me dis, oui, et tu parles pas du Yémen. Bah, parce que le sujet, c'était le cessez-le-feu entre le Hamas et Donc, toi, tu vas me dire maintenant, ah bah, on n'arrête pas le cessez-le-feu parce que le Yémen, le truc, bah, c'était pas le... C'est comme si je te disais, on a un contrat qui nous lie tous les deux, et je te dis, bah non, je fais sauter le contrat parce que Mani, lui, il continue de manger mes croquettes. Bah oui, mais le contrat est entre nous deux. Rien à voir. Ouais, Mani, il est là, genre, même moi, je comprends pas. C'est chaud quand même. Et le Matrixage, il est vénère. Il est vénère, et ce qui me fait de la peine, voilà pourquoi je vous disais en plus de beaucoup de gens parce que c'est des gens soit que je connais depuis ultra longtemps, etc. On a grandi ensemble pour certains et tout, et puis tu te dis, putain, mais genre sur ce sujet-là, incapacité de discernement, de dissociation. Tiens, en ce moment, on regarde la série Severance. Impossible, genre impossible. Et du coup, ça va nous, malheureusement, malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a des gens, parfois, vaut mieux ne pas les avoir. Au final, quand tu vois ce genre de type d'intention, tu te dis, bah, j'ai pas envie de t'avoir dans mon entourage parce que je sais pas ce que tu serais capable de faire dans d'autres circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est triste de voir qu'il y a des gens qui sont matrixés au point de... C'est une faillite humaine. C'est une faillite humaine terrible. En vrai, franchement, faut prendre la mesure de ce que c'est. C'est une faillite humaine terrible. Mais tout ça, on en parlait, je te l'ai dit, c'est préoccupant, en fait. C'est plus sérieux qu'on le pense. Hein. C'est-à-dire que quand des gens arrivent à banaliser, et comme je l'ai dit sur d'autres sujets, hein, parce que justement, moi, on n'a pas attendu que Gaza soit bombardé sauvagement pour considérer qu'il y a un problème dans l'humanité, qu'il y a des problèmes dans la violence, etc., qui est exercée sur des peuples opprimés. Mais quand on n'arrive plus à discerner ce qui est innommable, ce qui est criminel, de ce qui ne l'est pas, il y a une vraie faillite morale et humaine. Et tu sais c'est profond. Et moi, je continuerai toujours à mettre la responsabilité sur, évidemment, les médias, parce que c'est le portail le plus accessible et qui se déverse le plus facilement dans la société, qui crée de l'opinion. Et donc, si ce portail-là, il est pas impartial, naturellement, tu gangrènes l'opinion publique, la façon de réfléchir, etc. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne se renseignent qu'à travers le prisme de médias mainstream. Et là, encore une fois, je leur jette la pierre et j'arrêterai jamais de le faire. C'est sur ce truc, mais dingue, de maintenant parler de... là, c'était sur France Info, on parle normalement on n'est pas sur CNews et compagnie. Sur France Info... où ils te disent, tu sais, ils vont te parler non-stop depuis hier des 33 otages qui vont être libérés, parce qu'ils vont pas libérer tous les otages israéliens, ils vont faire ça par palier. Oui, tout à fait. Et les 33 otages, on cite leur nom, leur prénom, et un enfant, et assis, et machin. Mais en face, il y a énormément de Palestiniens qui vont être aussi libérés dans cet échange. Tout à fait. Et là, par contre, c'est une masse. On n'a pas de nom, on n'a pas d'âge. On précise pas que ce sont des civils. Non, on a l'impression qu'ils sont tous... On demande même s'ils précisent que c'est des humains. Bah non, ouais. Non, mais ça fait quand même il ne précise pas la nature des milliers d'otages qu'il y a de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est ça le pire, le triste ratio, c'est qu'on parle de 33 otages contre plus d'une centaine, voire... et t'as envie de dire, ben, vous vous rendez compte, c'est de la valeur. C'est comme là, regarde, tu vois, quand on a fait les échanges de thunes pour aller d'une devise à une autre, où tu regardes combien vaut le dollar versus combien vaut l'euro, ben là, t'as l'impression que le ratio, combien vaut un Palestinien versus combien vaut un Israélien, ah, tu dis, ah ouais, putain, il y a une monnaie qui est moins forte. Le taux, il est pas bon. Le taux, il est pas bon, parce que tu te rends compte que là, on te dit, ouais, on va te libérer 33 Israéliens contre, je sais plus, contre combien, je sais pas si vous avez le chiffre. Je pense qu'on parle en centaines. Hein. Ouais, combien de Palestiniens. Et on pourrait faire le cours. Le cours du Palestinien et de sa valeur versus le cours de l'Israélien. Et là, et vous déshumanisez cette masse. Parce qu'elle est plus nombreuse, parce que c'est comme par exemple, là j'entendais encore quelqu'un dire sur France Info, et moi je suis très tatillon là-dessus, je sais que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, de parler tout le temps du 7 octobre en disant il y a quand même eu 1200 civils qui ont été massacrés, etc. Si vous allez voir le fameux documentaire d'Al Jazeera où ils ont eu accès aux détails de tous ceux qui ont été tués, etc., il y a eu 700 civils qui ont été tués, notamment pendant le festival, etc. Mais le reste, c'était des soldats. Hein. C'était dans les réserves, etc. Alors, dans les casernes, pardon. Alors, il y en a... C'est déjà pas pareil. Hein. C'est déjà pas pareil, parce qu'en fait... Dans l'absolu, c'est pas pareil. C'est horrible, mais c'est pas pareil. Parce que, en fait, quand tu me dis qu'il y a un soldat qui a été tué, et quand tu me dis qu'en face, c'est des dommages collatéraux quand il y a des enfants qui sont tués, le soldat, il est tué dans l'exercice de ses fonctions. C'est même pour ça qu'on admire ou pas les soldats, ou que c'est un métier à risque, parce que tu sais que tu peux mourir. Normalement, quand t'es un gamin et que tu nais, t'es pas censé te dire que potentiellement tu vas te prendre une balle dans la tête par un drone, par un sniper, ou une bombe sur la gueule. Donc en fait, c'est un truc de ouf comment on arrive encore, tu vois, dans la sémantique, encore une fois, c'est les médias,
de pas citer de nom de Palestiniens, de pas citer d'âge, de pas dire que ce sont des civils. On a l'impression que là, ils vont libérer 1000 gars du Hamas. Ils vont libérer 1000 soldats. Et en face, ils précisent bien Ethan, machin, nanan, 15 ans, Esther, nanan, 23. Bah ouais, là, t'appuies sur l'humaniser, machin, et à la fin, tu dis 1000 Palestiniens. Voilà, 1000 trucs pot pourri, là. Donc, c'est un truc de ouf, en fait. Et c'est cette responsabilité médiatique, encore une fois, j'insiste, parce que c'est ça qui crée cette déshumanisation et qui fait que, on est sur, comme tu dis, on est en faillite totale d'humanité. Et c'est ouf. Et c'est pour ça que, pour conclure là-dessus, je disais souvent... pourquoi les gens me disaient de toute façon on s'en bat les couilles que la CIJ c'est la CIJ qui juge les pays ouais, c'est la CIJ. Ouais, la CPI c'est les personnes et la CIJ disent qu'il y a un génocide ou pas, on le sait, machin, et moi je disais juste je comprends dans l'absolu ce que vous dites, mais le tampon officiel de génocide, ça va nous permettre d'attaquer légalement toutes les personnes qui ont du coup légitimé, qui ont euphémisé, qui ont amoindri, parce que maintenant on aura un vrai truc. Donc je sais que pour vous ça change rien, parce que dans les faits, il y a des gens qui meurent encore maintenant. Donc oui, c'est vrai que dans les faits vous avez raison, on s'en fout, ça change rien, ça n'a pas arrêté le massacre, etc. Mais le fait d'avoir ce tampon officiel, ça permet de fermer des bouches déjà dans les débats. Parce qu'on est encore dans un état de droit ici, donc on va utiliser ce truc-là. Et puis, en fait, potentiellement, porter plainte contre des gens, des institutions, etc., en se basant sur le droit international et sur une décision qui aura été donnée, et qui aura été rendue, pardon. Et de dire, non, je me permets de vous dire que vous avez fait de l'apologie au génocide suite à telle publication, suite à tel propos tenu sur votre antenne, suite à tel tweet, tel ci, tel ça, parce que je me base sur le droit international qui... aujourd'hui caractérise qu'il y a bien eu un génocide. C'est pour ça que c'est super important, les gars, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait une première vague post-7 octobre, chantage à l'antisémitisme, chantage à la Shoah, etc., où on ne pouvait pas critiquer l'action de l'armée d'Israël, alors qu'on trouvait que c'était très asymétrique. Et maintenant qu'il y a eu la condamnation, les mandats d'arrêt contre Netanyahou, vous avez vu que la parole, elle se libère un peu plus, parce que maintenant, on ne peut plus défendre Netanyahou et ce qu'il a fait. Et donc, même si vous dites, oui, ça ne changera rien et tout, regardez que dans les propos, c'est déjà plus problématique pour un Antoven, pour un machin, de continuer d'affirmer que Netanyahou, il a fait le job. Non, tu ne peux plus le dire. C'est ça, c'est la Pologne qui a dit qu'elle arrêterait Netanyahou s'il venait à Auschwitz. Ouais. C'est ouf. T'imagines ? Ça c'est ouf quand même. Là, c'est en vrai, le symbole, ça peut sembler symbolique, mais c'est important. Alors voilà, c'est ça. C'est important. Donc imaginez-vous maintenant qu'on a le tampon certifié que, ah oui, en fait, le génocide, il est avéré. Et en fait, ça nous permet encore plus d'éteindre. Parce que là, leur chantage, il ne marchera plus. Quand je dis leur chantage, c'est à toutes les personnes qui l'ont utilisé pour pouvoir légitimer qu'on tue sans vergogne autant de civils. Et donc, moi, je suis encore dans ce truc de oui, il faut qu'on ait ce tampon pour pouvoir vraiment mettre un coup définitif sur ce truc-là. Parce que ce chantage, et là, ça me fait la transition sur mon prochain Mezzé qui n'était pas prévu, il est très utilisé. Et notamment par Arthur, tu sais, qui est dans la sauce, l'animateur. Attends, c'est... À cause des extraits de Apprendre ou à laisser. Okay. Il y a un gars qui... Alors, c'est marrant parce qu'il a fait un effet Streisand. Il a essayé de faire enlever toutes les vidéos, ce qui fait que tous les médias qui ont reçu les lettres, on les ont publiées. Des médias tout cons, du genre Serfia, du genre Postbad PB News, enfin des trucs comme ça. PBB News. En plus, des médias qui ont fait des vues de ouf, ou l'informé, etc. Qui ont fait des vues de ouf, mais au final, je veux dire, tu aurais pu le laisser mourir le truc. Non, il a voulu les faire taire. Donc, eux, ils ont communiqué sur le fait qu'on a essayé de les faire taire. Donc, ils ont dit repartagez la vidéo sur vos comptes et tout. Donc, ça fait un truc où il y a des gens qui se disent mais il a essayé de faire taire quoi ? Et puis après, hop, ils voient la vidéo, ils se disent ah merde. Et là, ce qui est trop drôle, c'est que là, il attaque maintenant tous les gens qui... parce que les médias commencent à en parler. Arthur attaque les gens qui ont partagé cette vidéo en disant qu'il y avait une intention antisémite, qu'on diffuse ces vidéos de lui où il fait du harcèlement sexuel. Il dit que c'est à cause de sa religion. Ah oui, Ouais. Là, franchement, tu es en train de niquer toute la cause, mais à toi tout seul. Ouais, bah oui, forcément. Ah non, en fait, on a mal entendu. On a mal entendu, non. On n'a pas vu quand tu volais des bisous, que tu fais des bisous dans le cou, que tu lèves les jupes, que tu... Elle fait des trucs comme ça. Que tu parles dans l'oreille. Il y a un gars, il s'est maté 300 heures des émissions. Il a été invité sur le média et il expliquait sa démarche.
Et le mec, il s'est dit, bon, on m'attaque à cause de ma religion. Et tu sais qu'il y en a un autre qui a fait ça, et je peux vous dire que lui, il est tombé dans mon estime fois 1000 parce que j'adorais cet artiste. C'est Drake, le rappeur canadien, rappeur-chanteur canadien. Autant pour moi, apparemment, la Pologne, elle a pas dit qu'elle arrêterait. Ah non, elle a pas dit ouais, putain, j'étais persuadé. Alors, oui, aussi, on a eu ça. Ou alors c'est un autre pays, peut-être. Ouais, c'est chelou, ça. Ou alors, ouais, c'est bizarre. Ouais, merci pour l'info. Merci. Merci beaucoup. Vous faites bien de nous le dire, comme ça, on corrige tout de suite. Mais ouais, parce que moi aussi, je l'avais vu en plus. D'accord. Peut-être on s'est fait avoir. Ouais, on s'est fait Merci. Merci beaucoup, ouais. Et Drake, tu sais, il est en clash avec le rappeur Kendrick Lamar. Je savais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Voilà, il était en clash avec le rappeur Kendrick Lamar. Kendrick Lamar l'a éteint, c'est le cas de le dire, avec une chanson qui s'appelle Not Like Us, qui a été pour parachever le truc. Et dans Not Like Us, il y a un niveau de lyrics où le mec, il parle du fait que Drake, il est ken avec des mineurs, que dans ses soirées, il y a toujours des mineurs, etc. C'est grave, ça, quand même. Il a tout balancé. Bah oui, quand même. Il parle Comment tu dis ça? Voilà, je pensais ouais, il a trop de montres de luxe, etc. Non, c'est sur ça. En fait, ça, c'est le plus gros truc. En fait. Il commet des crimes. Quand même. Et que... J'étais pas au courant. Ouais. Dans ses soirées et tout, machin. C'est une réincarnation trop récente de Kennedy et de R. Kelly. Ouais, voilà, c'est ça. C'est gênant quand même. Il fallait attendre un petit peu, normalement, le temps qu'il meurt. Ouais. Je sais pas, son âme elle revient dans un corps et tout. Non, mais là, Kendrick, en fait, ça va trop vite. Il parle de tout ça. Il parle du fait, Kendrick, que il dit que Drake, c'est un colonizer, c'est un colon, parce que c'est un rappeur canadien qui, dès qu'il a besoin de street crédibilité, il va dans des ghettos, faire des feats, etc., voler le style de musique des uns, des autres et tout. Bon, voilà, il a dit ça comme ça. Ça n'est que sa perception à Kendrick. Et le truc, c'est que... mais bon, il est accurate en vrai, Kendrick. Mais, je pense que je pense un petit peu... Mais le truc, c'est que... Non, parce qu'en vrai... Mais en fait, c'est ce qui faisait la force de Drake. C'est qu'effectivement, le mec, il fait un son afro avec Wizkid, le Nigérian. Le son, il cartonne, machin. Il fait des sons avec des Anglais, je pense à un son que j'avais kiffé, la 81. Il va reprendre le flow, machin. On pourrait se dire, putain, il a une ouverture d'esprit et tout, machin. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, en fait, en gros, dès qu'il a besoin de. En plus, il sort des trucs précis. T'as eu besoin de street cred, donc t'es allé à Atlanta faire un feat avec un tel, machin. Enfin, bref, en tout cas, il y a des vidéos de Iconic, notamment, ou de Music Feelings qui expliquent bien ça. Et en fait, Drake, il a pas répondu à cette dernière chanson. Parce qu'avant, c'était une chanson. Arrivé à cette dernière chanson, lumière fermée, machin, il n'a pas répondu parce que c'était trop. Parce que la chanson a dépassé le 1 milliard d'écoutes. Wow. Parce que le truc, c'est devenu... mais c'était un banger. En fait, il a fait un banger où il a dit les termes. Et en plus de ça, dans la boucle, tout le monde a dit « Ah putain, Kendrick, c'est le meilleur, machin ». Il a été pris pour le Super Bowl, pour faire la mi-temps du Super Bowl. Donc là, c'est un coup de... Moi, je suis pas à jour, mais j'ai toujours aimé Drake Lamar. Mais c'est il y a longtemps que j'ai écouté. Ouais, c'est ça, oui, au début, ouais. Ouais, mais c'est un mec, il a mon âge, il est de 87. Je suis pas à jour. Mais c'est un mec, vraiment, dans la... Kendrick, c'est moins un mec qui fait des sons pour les clubs. Lui, c'est vraiment un lyriciste. Tu vois, il est dans cette tradition-là. Et donc, face à Drake, il a pas réussi à tenir le coup, même si Drake c'est un lyriciste aussi, mais l'autre il avait trop c'est genre il a commencé ouais, non mais Kendrick, donc qui vient de Los Angeles, des banlieues de Los Angeles, etc. Il a commencé dans le clash et tout, c'est une culture, tu vois. Et lui il a toujours mis l'accent sur la culture. Voilà. Et il trouve qu'il y en a qui dévoient cette culture, surtout que voilà, ceux qui s'inventent des vies, machin. Lui il vient de la culture hip-hop. Et alors Drake, il a décidé de porter plainte contre le label UMG, la Major. Ils ont dit et Spotify, machin. Et il dit qu'il reproche au label d'avoir mis en avant le son Not Like Us plus que d'autres de Kendrick Lamar. Il reproche que du coup ça a nui à sa carrière. Il reproche, et il reproche que Kendrick Lamar en plus a dit des choses antisémites à son égard parce que Drake est juif. Sa mère est juive. Je ne savais pas du tout. Ok. Sa mère est juive et son père est noir. Ok. Et ça n'a jamais été un sujet dans le rap depuis le départ. Non, il a même fait un clip où il refait sa bar mitzvah, il a invité des rappeurs et tout, c'était très rigolo. Il n'y a jamais eu un sujet. Et là, il dit Kendrick, en plus, il dit des trucs antisémites sur moi. Mais... Et tu sais, c'est quoi les trucs antisémites? C'est la phrase que je t'ai dit quand tu dis you a fucking colonizer, dans le sens, t'es un putain de colon, dans le sens où tu viens prendre la culture de tout le monde. Machin. La réappropriation culturelle. Mais toujours pas de plainte pour diffamation d'accusation de viol sur les mineurs. Je sais pas, hein. Ça a pas l'air de l'outrer plus que ça, en fait. Ça, c'est vrai. Ça a pas l'air de vraiment le déranger, hein.
C'est vrai. Ça va, tu te défends pas trop de ça, en fait. J'attendais la suite, je me disais, attends. Ah bah non. Ça te dérange pas. Bon. C'est vrai, bah écoute, on va avoir une petite discussion, je pense, à un moment donné avec toi. Hein. Alors, le coup des mineurs, ok, mais alors là, Colonizer. C'est question de. Hein là, tu peux pas. Là, non. C'est trop. Ah ouais, ça te dérange vraiment pas, en fait. Hein. T'es très à l'aise sur ce sujet, visiblement. Oh mon Dieu. Putain, mais Drake, il est nul en clash. On va pas se mentir. La dernière fois qu'il s'est fait clasher, c'était par Pusha T. Et puis en relation sexuelle consentante, en fait, aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais que Pusha T, franchement, c'est un rappeur qui vient de Virginie, qui a un jumeau. Et ils avaient un duo qui s'appelle Clips. Ils sont produits par Pharrell. Et il s'est clashé avec Drake il y a quelques années. Et Pusha T, je pense que c'est Elise Lucet du rap. Le mec, il a balancé dans une track que Drake, il avait un fils qui s'appelle Adonis, qu'il a eu avec une escorte française, il s'est jamais occupé de lui, et puis il fait des leçons, machin. Et genre, c'était vrai, quoi. Et du coup, maintenant, il assume, Drake, il dit, bah voilà, mon fils, machin. Le mec, à chaque clash, il se fait défoncer. Oh là là. En fait, quand tu te lances dans un clash, frère, détruis bien comme il faut tes historiques, parce que mais lui, il peut pas, lui, de toute façon, il y a trop. Mais d'un côté, heureusement, pour le fils Adonis, que Pusha T a lancé le truc, parce que maintenant, il le met en avant, et je pense que... Ouais, il rince, parce que avant... C'est la moindre des choses. Il avait réussi à s'en sortir, parce que du coup, il avait décidé ensuite de dire, ouais, j'avoue, j'ai un fils, machin, et il avait réussi à retourner l'opinion publique. Mais là, avec Kendrick Lamar, ça n'a pas marché. Du coup, il utilise des armes légales. Et en fait, c'est trop drôle parce que, alors si je dis pas de bêtises, c'est UMG qui a été attaqué par Drake. Et alors, UMG, ils ont répondu, mais tellement bien. Gaël m'avait envoyé la réponse parce que j'étais pas allé au bout du tweet. Et en fait, UMG, ils ont fait une réponse, elle est parfaite. Je vais vous la lire. Parce qu'il faut savoir que Drake, c'est quelqu'un qui aime clasher aussi. Et donc c'est drôle en fait. Moi je suis resté sur pédocriminel, hein, donc. Ouais et de pas de diffamation. Ouais, voilà, moi je me suis bloqué là-dessus. Hein. J'ai vraiment du mal à voir autre chose. Ouais, hein. C'est scandaleux. Et qu'il a clashé un juge, tiens, pour voir. Ouais, non, je te jure. Non mais c'est. Alors attends, c'était ici, je crois que je l'ai la truc. Ah ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, il dit que. Ouais, voilà, il dit dès que Drake déclare que Not Like Us est antisémite, quand Kendrick Lamar parle de colonisateur, il fait référence au fait que Drake est juif, alors qu'il n'a pas du tout dit ça sur ce truc. Et oui, voilà, UMG répond à Drake concernant la plainte. Et UMG, ils ont répondu ça, ils ont dit... Durant sa carrière, Drake a intentionnellement et avec succès utilisé UMG pour distribuer de la musique où il s'engageait dans des battles de rap pour exprimer ses pensées contre plusieurs artistes. Il souhaite à présent utiliser le système légal comme une arme pour empêcher un autre artiste, Kendrick Lamar, de s'exprimer tout en attaquant UMG qui a distribué la musique de ce dernier. Non seulement ces accusations sont fausses, mais le fait même de penser qu'on ferait quoi que ce soit pour faire du mal à l'un de nos artistes, particulièrement Drake, est illogique. Nous n'hésiterons pas à nous battre pour protéger notre équipe, notre réputation et nos artistes afin que nos musiciens ne deviennent pas une cible pour avoir tout simplement écrit une chanson. Bah ouais, mec, t'es con en fait. Tu fais tout le temps ça. En fait, c'est ça qui est... J'allais poser une question un peu... Oui. Drake, il pèse beaucoup dans le game? Ouais. Ah, ok. C'est genre numéro... Ah ouais, c'est du R. Kelly, quoi. Enfin, c'est vraiment le nouveau R. Kelly, quoi. Oui, il est GOAT de chez GOAT. Hein. D'accord. Ah, je m'en rends vraiment pas compte. Il est multimillionnaire as fuck. Il a signé les plus gros deals. Ouais, Drake, c'est une machine. Ok, d'accord. C'est vraiment le... Et c'est pour ça que du coup... Quand t'es numéro 1 et que tu te fais clasher par un mec qui est pas très loin en dessous, et normalement, si t'es vraiment solide sur tes appuis, tu dis ah bah mais wesh. Mais là, que le mec il utilise des armes légales, ça fait pas rappeur. En fait, c'est ça. C'est que ça fait pas du tout rappeur. Ah, non, du tout. Bah, écris un nouveau son ou alors va lui casser la gueule. Mais frère, je porte plainte contre antisémitisme. Ouais, ça, c'est et vraiment... pour pédophilie, diffamation. Non, tranquille. Ça, c'est voilà. Mais c'est factuel. C'est une activité extrascolaire. En plus, Kendrick Lamar, il a écrit une punchline dans sa chanson qui est vraiment, quand je l'ai décortiqué, je me suis dit putain, qu'est-ce qu'il est fort. En fait, à un moment, il dit t'essayes de toucher une corde sensible. Try to strike a chord. Donc cette expression, ça veut dire littéralement soit de tirer une corde ou soit de toucher la corde sensible. Okay. Et il dit try to c'est ça, il dit try to strike a chord, et c'est probablement A minor, A mineur,
c'est en français, c'est la mineur. Okay. Et il dit, t'essayes de toucher une corde sensible, mais c'est sûrement le la mineur. Ah, bien joué. Et en fait, c'est ouf parce que corde, C-H-O-R-D en anglais, ça veut dire une corde et ça veut dire un accord. Ah. Et le mec, il a fait un truc à sous-truc comme ça, il a fait tout ce truc-là, it's probably A minor. Et là, et tous les carrés, quand ils ont entendu cette punchline, ils ont fait oh le bâtard. Ouais, c'est smart, c'est bien. Elle est très smart celle-là. Et le pire, c'est que bon, hasard de la traduction, on pourrait même l'expliquer. On peut même l'expliquer en français, quoi, tu vois. Parce que la mineur, ça marcherait. Tu essayes de toucher une corde sensible, c'est sûrement la mineur. Bah, ça marche aussi, tu vois. C'est sûrement un la mineur. Non, il est trop fort. Bien. Merci, Pat Milan. C'est nice. Ah ouais, non, il est très, très fort. Et donc, je vous invite à voir Not Like Us. C'est d'ailleurs sur ça, pour celles et ceux qui étaient venus à la Renaissance, que j'avais ouvert mon spectacle. J'avais fait une reprise au piano de Not Like Us, justement, pour hommage à ce monsieur. Alors, Los Angeles, qui est encore sous les flammes là, ou ça commence à se... Je sais pas si c'est fini. Ouais, parce que là ils en parlent moins. Je crois que c'est pas fini. Mais ouais, moi j'ai des potes qui filment et tout, qui me disent putain, c'est un truc de ouf, parce que je connaissais un gars qui était là-bas. Alors lui, là où il a plus d'électricité par contre, mais il me dit ça vient pas vers nous. Mais alors moi, ce qui m'a... Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Tu me diras c'est quoi, toi, le truc que tu avais soulevé. Moi, ce qui m'a marqué, bon, évidemment, encore une fois, on revient, moi, c'est toujours la même marotte, hein, c'est le traitement médiatique. Parce que je pense qu'on a bien plus montré des images de catastrophes de Los Angeles en très peu de temps que d'images de Gaza dans les médias mainstream. Ça, c'est ouf. Tu sais qu'il y a une actrice qui a fait le parallèle. Jamie Lee Curtis. Ouais. Qui était pro-israélienne en plus. Oui, apparemment, il paraît. Ouais. Et surtout, il y a un comédien qui s'est fait défoncer. Je crois que c'est James Wood, ou James, si je dis pas de bêtises, qui refusait le cessez-le-feu à Gaza, d'accord. C'était un des pro-sionistes qui disait je veux pas de cessez-le-feu à Gaza. Et là, le mec, il était en pleurs à la télé pour dire ouais, j'ai perdu ma maison, elle a brûlé. Et t'as tous les gens qui disent ah bah là, ce cessez-le-feu là, par contre tu le veux, alors que l'autre tu le voulais pas. Ce karma dans la gueule. Oui, bien comme il faut. Ah, il y a des énormes incendies à Madagascar et personne n'en parle, nous dit Lady CC. Ah ben, ils sont dans le CAC 40. Ouais, ou des images de Mayotte aussi, c'est vrai. Est-ce qu'ils pèsent dans le game? Est-ce qu'il y a un PIB de fou à Madagascar? Bah non, on s'en fout, il faut qu'ils s'intègrent les Malgaches. Bah oui. Est-ce qu'ils ont des grands centres commerciaux? Est-ce qu'ils ont des buildings? Bah oui. Ah mais c'est affreux, mais c'est la vérité. C'est ça, ça renvoie tout ça. Los Angeles on fire. Et quelque part, regarde, en fait, il y a trop de choses, comme je t'ai dit, à dire sur le truc. Je peux juste dire un truc. Très rapidement, la seule, Yann Barthès, animateur de quotidien, il est très peu sur les réseaux, il met quasiment jamais de story, et la seule fois où il met une story, c'est pour dire Los Angeles est on fire, prier, genre penser et tout machin. Je me suis dit, non, ça c'est... Tu viens de penser. Ouais. Ah putain, par contre, je me dois prendre mes réseaux. Parce que je suis pas très réseau, mais là. Ah, c'est fou. Oh là 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 là. Non, mais c'est. Donc, je sais pas si l'incendie est encore gros. Il me semble que oui, hein, parce que c'est pas un truc qui genre s'éteint facilement. Comme le disait Gaël, en fait, même quand tu crois avoir éteint un feu, si t'as pas touché les racines, elles continuent d'être incandescentes. Bien et sûr. Ça peut ensuite se redéclarer. Non, c'est une dinguerie là. Non, mais surtout dans des ensembles forestiers comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Mais en plein hiver. Enfin, je sais que là-bas l'hiver est doux. Hein, on parle de vingtaine de degrés. J'avais fait un nouvel an là-bas. Tu mets une petite veste, c'est tout. Ah t'es oui, tranquille. C'est la Méditerranée. Vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien Los Angeles. Pour ça, j'avoue, le temps il est ouf. Mais là, il y a tellement de verdure et c'est là où il y a les gens les plus riches. Mais c'est ça en fait. C'est surtout ça qui est très intéressant. En fait, regarde, quelque part, il y a une vraie boucle. Moi, je la trouve super intéressante parce qu'elle est trop pertinente philosophiquement. Vraiment. Ah ouais. Tu sais, encore une fois, sur même j'ai envie de dire la définition philosophique, matérielle même, du paradis et de l'enfer. Ouais. Parce que quand tu réfléchis, même sur l'ensemble des textes qu'on retrouve depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, hein, sur cette question même de paradis et d'enfer, en réalité, quand tu prends un tout petit peu le temps, mais très tranquille, vraiment, tu remarques que, en définitive, les paradis tels qu'ils sont décrits, des Champs-Élyséeum, en Nirvana, en passant par le Valhalla, le Valhalla ou le Firdaus dans le côté coranique, en fait, tu remarques que c'est quoi un paradis? C'est un lieu où s'accumule du bien, où en fait il y a pas ou peu de souffrance, même normalement il n'y en a pas. Et en fait comme on dit, c'est euphorique. C'est-à-dire que c'est un espace où les gens vivent tout à fond, trop bien.
Tu vois, pour faire simple. Il y a par là, en fait, l'idée d'un optimum. Tu vois, un optimum sur le climat. Tu ne souffres ni de la chaleur, ni du froid. Tu ne souffres ni du soleil, ni de l'obscurité. Tu vois, il y a tout un... Mais vraiment, tu remarques, c'est récurrent, etc. Tu manges super bien. Tu es dans un espace très confortable. Généralement, tu as des beaux vêtements. Tout. Ça a perturbé même certains penseurs parce qu'ils disaient « Ouais, c'est trop charnel comme vision du paradis, machin. Ça peut être quelque chose de moral ou intellectuel. » Mais non. C'est intéressant parce que regarde, quand tu regardes par exemple même dans l'histoire, on va dire récente en termes de textes anciens, quand on voit les descriptions faites dans le Coran de ce qu'on appelle le paradis, tu constates qu'un siècle après la révélation coranique, les individus qui portent le Coran vont le faire réellement. Ils vont faire, mais à la lettre, c'est pas une blague, hein, à la lettre, ce qui est décrit dans le Coran. Des demeures sous lesquelles coulent des ruisseaux, avec des lits élevés, vêtus de soie. Ça, c'est des descriptions, littéralement, elles sont faites. Alors, justement, les gens disent oui, c'est allégorique, symbolique. Oui, mais ça, c'est pas ça. En fait, ça n'enlève rien. Mais ils sont allés tellement loin que, d'ailleurs, c'est pas une blague. En architecture de manière générale, hein, il y a un concept qu'on appelle les jardins d'islam. Et t'en as un qui est un peu un reliquat ou un fossile de ça, c'est les jardins de Majorelle, à Marrakech, qui obéissent un peu après ça. Mais en fait, c'est basé... En réalité, c'est une reprise faite par la civilisation globalement arabo-musulmane, mais on va dire musulmane parce que, justement, de ce qui était un concept persan. Ouais, c'est ça, les Faradéas. Faradéas qui donnera paradis. Hein, ouais, Faradéas, paradis. Non mais vraiment, ouais. C'est paradéas, c'est-à-dire un lieu divin, en fait. C'est un lieu divin, un lieu vraiment de pur kiff. Et les architectes persans anciens étaient des grands malades de géométrie. Vraiment, c'était des trucs de fou. C'est pas les seuls, hein, qu'on soit clair, mais voilà, qu'ils ont dit, on peut faire un truc de fou géométriquement pour que tu sois dans un pur kiff dans ton jardin et dans ta maison. C'est pour ça que c'est eux on dit que c'est eux qui l'ont inventé, peut-être que c'est pas sûr que ce soit eux qui l'ont inventé, mais en tout cas, eux ont mis au point des climatisations naturelles, antiques. Ouais, avec un système en fait qui récupère le vent chaud et qui fait tout un petit circuit en fait simple pour que ça ressorte de l'air frais. Et que comme ça, même quand il fait très chaud, parce qu'en Iran il fait très chaud l'été, hein, bah, dans certains endroits en plus très chaud, bah hop, t'as de l'air frais en fait. Et c'est là on parle de l'Antiquité. Tu vois, vraiment. Et donc, quand tu fais des systèmes comme ça, tu peux même mettre en place en fait un système de jardin, parce que les jardins, c'est beau et ça apaise l'esprit, etc. Et puis, ça donne du confort. Et pareil sur les soieries qu'on récupère de Chine, etc. Bref, toute cette accumulation en fait de bien-être, pourquoi c'est important ? Parce que là où il y a une particularité, et c'est ce qui renforce le fait que philosophiquement, on a repris les concepts de paradis. C'est qu'en fin de compte, les paradis sont des résultats de l'action humaine. D'accord. C'est un effort qu'on a mené pour arriver à quelque chose de positif, de très positif. Et en fin de compte, c'est ça le message qu'on retrouve généralement autour de cette notion-là. Tu as fait quelque chose de bien, tu reçois quelque chose de bien. Il y en a, ils sont allés trop loin, et tout, évidemment, mais ça ne va pas être la question d'aujourd'hui. Mais en vrai, l'enfer, c'est la même chose. Ou les enfers, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, toute la logique infernale, qu'on peut qualifier de dysphorique, c'est-à-dire par là le fait de n'avoir qu'une expérience de souffrance sans même avoir un répit. En fait, tu vois, en fin de compte, c'est ça. Et que même quand... D'ailleurs, des experts se sont interrogés pourquoi dans les textes anciens, justement, il y avait un usage d'une flore locale et de configuration géographique locale. Par exemple, il y a un terme biblique qui est la géhenne, qui est repris dans le Coran. La géhenne, c'est un plateau qui se trouve à Jérusalem, en fait. Ah. Et c'était un lieu, en fait, qui était exposé à la chaleur et dans lequel, justement, comme il n'y a pas de culture intéressante, bah, qu'est-ce que faisaient les gens ? Ils l'utilisaient comme dépotoir. Certains pensent qu'encore plus anciens, on y faisait des sacrifices d'enfants. Peut-être. Mais chelou, mais peut-être. Mais tu vois, en gros, un lieu inhospitalier, étouffant, insupportable, qui, en fin de compte, accumule la dysphorie et la souffrance. Et si on regarde le comportement humain, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Personne de véritablement sensé et raisonnable ne souhaiterait vivre dans un espace aussi ignoble que celui-là. Tu vois ? C'est comme ça qu'il faut comprendre même, entre guillemets, la rhétorique philosophique de l'enfer. C'est que c'est un lieu que personne ne souhaite. C'est un espace, c'est un mode de vie que personne n'espère et ne désire. Or, ils existent. Il n'y a pas besoin d'attendre l'au-delà. Ouais. Je ne rentre même pas dans ça encore. Là, je veux vraiment sur comme on dit, une philosophie sociale. Mais ils existent. Les lieux infernaux existent. Et les lieux paradisiaques également.
C'est quoi les lieux paradisiaques? Ce sont tous les lieux que des personnes ayant accumulé les moyens nécessaires et suffisants ont absolument tout fait pour les mettre en place. J'arrive à Los Angeles. C'est quoi Los Angeles? C'est probablement l'un des lieux où s'accumulent les plus grandes fortunes des États-Unis elles-mêmes, qui elles-mêmes, les États-Unis étant la plus grande économie du monde pour le moment. Donc, tu sais, avec Hollywood Boulevard, machin, etc. Bon, c'est même là où s'accumulent les plus grosses inégalités, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais regarde, qu'est-ce que font les gens? Ils se sont payés des maisons à 50 millions. Alors oui, il y a le choc tout de suite de se dire, ouais, c'est des trucs de luxe, c'est ignoble, je veux dire, dans le sens, quand je dis c'est ignoble, c'est indécent, avec la pauvreté, machin. Mais en vrai, réfléchissons. Pourquoi ils font ça? Il y a le mimétisme, bien sûr, mais c'est d'abord parce qu'en fait, ils veulent kiffer. Ils veulent maximiser l'euphorie. Donc, quand tu prends... Et pourquoi là-bas? C'est ça la question. Pourquoi spécialement là-bas? C'est pas que là-bas que ça a lieu, mais pourquoi spécialement là-bas? Parce que, et c'est là que c'est intéressant, imagine en fait une côte méditerranéenne, quasiment la Costa del Sol, pour prendre un cas que je connais bien, de l'Espagne du Sud, mais en plus vaste. En vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste. Hein. Parce que j'ai presque envie de dire, le seul inconvénient de la Costa del Sol, c'est que c'est petit. Si on peut dire, à l'échelle américaine. Alors qu'à la Californie, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Ouais, c'est énorme. Et Los Angeles, ça reste aussi gigantesque. Ouais, c'est vraiment très étendu. Tu vois, si t'as pas de voiture, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés dans une config où, et là je te prends par exemple l'exemple du fameux triangle, j'ai oublié le nom qu'on lui donne, des 3 plus meilleurs quartiers et plus riches quartiers de tout Los Angeles. Bel Air, Santa Monica et Palisade. Ah oui. Tu vois, c'est là où l'incendie est le plus fort. Mais regarde pourquoi. Parce que certains pourraient se dire, certains un peu mystiques ou spirituels diraient, ah ça c'est le karma, etc. Oui, mais regardons-le de manière un peu plus matérielle. C'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi là-bas? Parce que précisément, les personnes se sont installées dans la meilleure config euphorique. C'est-à-dire, oui, en fait, c'est un espace qui est enchâssé entre deux collines, qui elles-mêmes ont des belles forêts, ce qui fait que, tu sais ce que ça fait? Ça crée un microclimat dans le microclimat californien, où en fait, tu as le vent qui s'engouffre. Justement, tu as le vent qui s'engouffre, ce qui fait que tu as un petit vent doux climatisé, en fait, permanent. Donc en gros, ça te rend l'air californien encore plus agréable. Tu sens le kiff un petit peu, alors que c'est sur l'axe, au niveau du soleil, tu as ce qu'il faut de soleil. Enfin, parce que quand je te dis ça, c'est pour ça que je parle de l'histoire. Parce que c'est pas la première fois qu'on fait ça, qu'on cherche à optimiser le kiff. Ouais. Surtout quand on a les moyens. Et surtout quand tu n'as pas de limite en face. Il y a personne qui dit non, tu peux pas construire là. Tu vois, non, là, il faut pas. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité, ils disent attends, on va se mettre sur la côte, et puis en même temps, on va avoir quand même un bon vis-à-vis avec la forêt, et puis ça tombe bien, on va la mettre la forêt un peu derrière nous, comme ça, elle va nous envoyer un peu d'air qui va être super agréable, et en même temps, on aura l'air marin, c'est génial. Attends, non, avec le soleil, ça fait comment? Oh, c'est parfait. Et puis il se couche là, et puis il se lève, oh là là, mais c'est génial. Et combien de temps ça va durer? Ok, et puis quoi? Ah, il y a une nappe phréatique. Mais bien sûr qu'il y a une nappe phréatique. Bon, alors allons-y. Et là, on va pomper l'eau. Et sachant que la Californie, ça fait depuis un long moment qu'elle est en stress hydrique, c'est-à-dire qu'elle a des gros problèmes dans ses nappes phréatiques parce qu'elle a des sécheresses qui s'accumulent, d'où la réponse en partie à ta question, on est en hiver. Bah ouais, justement, il pleut pas du tout en hiver, alors qu'il devrait au moins avoir un minimum. Ce qui fait que les nappes phréatiques, elles sont en train de manger. Or, ce qui a accéléré et aggravé terriblement le stress hydrique de la Californie entière, hein, c'est énorme, hein, t'imagines. Et c'est l'usage privé des nappes phréatiques, qui est juste ahurissant. L'usage privé? Mais évidemment. Ça, on en reparlera un jour du dossier sud-africain sur ce sujet. C'est un truc de malade mental. Tout simplement, quand tu as une baraque à 50 millions, même voire 100 millions, c'est pas une baraque, c'est un domaine, en fait, tu le sais très bien. Tu fais comment pour l'approvisionner en eau, tout ça? Surtout quand tu y mets une piscine, tu y mets même un golf. Et il y a même la grande fortune, là, une grande fortune californienne, Wonderful, tu sais, les pistaches. Faut pas acheter Wonderful. Ça, faut vraiment pas, c'est moral. Faut pas acheter Wonderful. C'est pistachios, là, tu sais, c'est la marque Wonderful. En fait, ils sont. Ah, Full, F-O-O-L. Ouais, exactement. Exactement. C'est les plus gros consommateurs en eau de toute la Californie. Ah oui, d'accord, juste à eux. C'est un truc de malade mental. Et regarde comment la boucle se. Et c'est pour ça que c'est super intéressant parce que il y a dans une logique parfaitement égocentrique, voire narcissique, de chercher son seul et propre paradis, l'idée de cultiver un enfer autour de soi et ensuite de préparer son propre enfer. Parce que c'est précisément ce qui est en train de se passer. Là, l'incendie, il est dingo. Hein. Ouais, l'incendie est vraiment dingo. Quand tu vois des voitures fondre,
Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et ce qu'il me semble, pour que ça fonde, ça doit faire du 1000 degrés. Hein. Donc ça, en plein air, c'est que ça va pas. Le feu, il est chaud. Il est très, 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 très chaud. Vraiment. Quand tu vois des bâtiments pas en bois, hein, parce qu'il y en a en bois, mais non, pas en bois, qui disparaissent dans le feu, on est sur des hautes températures poussées vraiment, vraiment à l'extrême. Et pourquoi ? Parce qu'il y a, c'est simple, le vent s'engouffre. Ce qui fait que le vent s'engouffre, l'incendie s'est lancé. Cette même raison qui a rendu cet endroit trop stylé devient un cauchemar. Ah oui, c'est comme si tu avais ton barbecue, tant que tu mets de l'air, ça entretient les... Mais oui. Les braises. Mais non, parce que pour un feu pareil, et un feu aussi fort et aussi puissant, et j'ai vu... Ça souffle, hein. Je suis allé regarder, en plus, j'ai regardé la carte, c'est pour ça que c'est intéressant. Tu vois, en fait, tu le vois très bien, tu vois clairement que là où s'est établi le kiff, c'est mis en place toutes les conditions pour que ça devienne un enfer. Et tu rajoutes en plus toute la cupidité et l'avidité qui caractérise les personnes qui ont créé ce pseudo-paradis, c'est là où je voulais en venir, à quoi ça sert des pompiers ? À quoi ça sert ? C'est la belle vie, on est au paradis. Pas de pompiers. Par contre, la police, oui, pour empêcher que des gens rentrent dans notre paradis. Parce qu'il me semble que la LAPD, c'est la mieux payée de tous les États-Unis. Ah ouais ? Ah ouais, c'est quasiment sûr. Hein. Il faut voir même pas mal de séries, mais ouais, ils sont pas toujours transparents, mais tu peux trouver. Ouais, ils sont très bien payés. Non, ils sont vraiment très bien payés. Mais pas que dans le flic de Beverly Hills que tu vois ça. Hein. Mais tu sais que... Mais c'est un vrai sujet. Hein. Il y a une info sur semble-t-il, hein, je prends le conditionnel, des familles, dont par exemple les Kardashians, etc., qui ont engagé des pompiers privés à $2000 la journée. Mais oui. Et avec Gaël, on se disait, mais pompiers privés, ils sortent d'où les mecs ? Déjà ? Parce que c'est une excellente question. Pour qui excellente question. Tu faisais quoi, toi ? Non, il vient d'un Carsodo, je suis pompier privé. Non, mais déjà, c'est débile à un point maximal, parce que, en fait, c'est le réflexe. Mais je le prends toujours, même quand j'en parle à mes étudiants, etc., mais c'est un exemple que je prends tout le temps. T'es dans une ville, il y a un incendie qui se déclare à l'autre bout de la ville et toi, tu as une grande maison dans cette ville. Si tu fais rien pour empêcher ce feu qui a eu lieu tout au bout de la ville, tu es un gros débile. Parce que d'une certaine manière, à un moment donné, dans le meilleur des cas, tu seras encerclé par le feu. Dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ta maison aussi va brûler. Parce que tes pompiers de l'enfer ou du paradis, ce que tu veux, ils pourront pas faire de miracle. Hein. C'est connu. D'ailleurs, pourquoi quand il y a un vrai service public de pompiers, tu sais que les pompiers déclenchent des feux. Parce qu'il faut le faire. Même dans les forêts et tout, il faut qu'ils les déclenchent. Ils déclenchent des feux pour précisément empêcher justement que des feux s'enclenchent tout seuls, hors contrôle. C'est des techniques. Je connais pas tout, hein, je suis désolé. Hein. Mais je sais que j'ai fait quelques formations il y a longtemps. C'est plus jeune. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une science, c'est une connaissance. Et ça se partage aussi avec les ingénieurs liés à la forêt, etc., qui maîtrisent ça. Et puis tu vois ça aussi au niveau des nappes phréatiques. Mais à un moment donné, il faut éteindre les feux. Mais tu les éteins comment ? Il faut de l'eau. Ouais, mais il n'y a plus d'eau. Parce que l'eau de la piscine, ça va pas suffire, en fait. Et on est dans des déliriums, et c'est pourtant exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est très intéressant. Parce qu'on a là, en gros, l'exemple typique de l'illusion paradisiaque. De l'illusion d'être dans un îlot de bonheur, de richesse, de bien-être, entouré d'un océan de malheur. Et de croire fermement que jamais ça ne me touchera. Mais en fait, si ça te touche, parce que c'est exactement ce qui t'encercle. Mais tu fais semblant de ne pas le voir et d'y être insensible. Donc tu continues de fermer les yeux, tu continues d'être dans le déni, cachez-moi cette misère que je ne saurais voir, qui ne pourrait pas m'atteindre normalement, parce que moi je suis fortuné. Mais oui, peut-être que tu es fortuné. Mais à un moment donné, ce malheur te touchera d'une manière ou d'une autre. Tant que tu n'as rien fait, ni veillé à la réduire et à la résorber, pour de vrai, c'est-à-dire, donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire étendre ton paradis. Et ouais, c'est étendre ton bien-être. C'est veiller à se dire, non mais... Parce que c'est pour ça que je sais qu'il y a les grands débats de oui, la générosité, d'abnégation inconditionnelle. Mais c'est pas ça dont il s'agit, c'est d'être juste rationnel et logique. Si tu veux que ton bien-être perdure, assure-toi que ça puisse s'étendre. Quand je vois aujourd'hui la multiplication des pubs Vérissure, Securitas, machin, etc. C'est d'une... D'ailleurs, elles étaient stressantes. On était tombé sur une pub sur Amazon. Elles sont horribles. Horrible, là. Oui, allô ? Oui, il y a quelqu'un devant chez moi. Vous êtes des oufs, et en fait. à la fin de la pub, ils disent... Et finalement, nos services ont pu intervenir et il y avait effectivement quelqu'un devant chez la personne. Et ça s'arrête là. C'est quoi cette race-ra de... Non, c'est le truc malsain. Mais tu vois, et là aussi, encore une fois, pareil, en créant aussi l'illusion
l'illusion du caractère inexpliqué de la misère et du malheur. Tu sais, voilà. À l'enfer, on ne sait pas. Il y a des flammes, il y a des flammes partout, on ne sait pas ce qui se passe. Bah si, on sait. En fait, on sait qu'en fait, c'est vous qui avez fait ça. Et peut-être même, on pourrait même pousser le truc. Et franchement, je pourrais même mettre un billet que c'est probablement un énième fortuné de ouf qui a fait un barbecue au mauvais moment. Et que, bah ouais, mon gars, les braises, elles volent, etc. Et ça part en fait dans la forêt. Et hop, dans la forêt, bah, ça te le rend, accusé de réception. Ok, on l'a bien reçu. Tu vas voir, on va te faire un barbecue géant. Et toi, tu seras dedans. Tu seras le steak de l'histoire. et c'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas si tu remarques, je sais pas si les gens vont vous remarquer, la pudeur, trop drôle, parce que c'est une fausse, hein, mais la pudeur de ouf des médias occidentaux sur le sujet. Parce que, en fait, ils sont obligés de nous parler ils se sentent obligés de nous parler de l'incendie. Oh là là, quelle horreur. Mais ils ont du mal avec le truc de comment on va vous faire pleurer alors qu'on vous parle de gens qui ont des baraques à 50 millions. C'est comment on fait. Vas-y, comment on va essayer de faire. Ah oui, telle personne a perdu... bref, c'est quelqu'un de très riche. Donc, et en fait, ouais, tu vois, mais je trouve ça amusant parce que, oui, ils préfèrent utiliser des euphémismes ou des cache-misères en disant, oui, le Palisade Fire. Oui, mais tu peux nous expliquer c'est quoi Palisade? Parce que moi, j'ai dû aller chercher sur Internet pour savoir. Hein, et que Palisade Fire, c'est le 2e quartier le plus riche des États-Unis. Non, mais vraiment, Palisade, c'est un truc de malade. Les Américains connaissent. Moi, je connaissais pas. Tu vois, justement, je connaissais. Enfin, peut-être des touristes ont dû le voir, c'est forcé. Mais Bel Air, je connaissais parce que tu connais les bails. The Fresh Prince. Mais sinon, Santa Monica. Oui, ou pareil. Beverly Hills, on connaît. Parce que la série, exactement. Mais sinon, en fait, quand tu constates que à Los Angeles, c'est ce qui est le plus cher, c'est même plus cher que Beverly Hills, tu dis, Beverly Hills, c'est même pas dans le top 3. Hein. Ah ouais. Donc tu dis, ah ouais, quand même, les mecs, ils se sentent bien. Et en fait, c'est ça. Et tout ça, pour moi, c'est super intéressant parce que ça te montre encore une fois que, en gros, on n'a pas le choix. Si réellement, et moi je le crois, si réellement quelqu'un, il veut kiffer, et quand quelqu'un, il a les moyens, il se dit, bah tiens, j'ai les moyens, donc je vais kiffer, bah en fait, il y a un warning qui vient tout de suite, normalement, qui doit venir au bon sens. C'est, ouais, mais pas de bol. Sache-le, si tu as les moyens et que tu veux kiffer, tu vas partager. Et si tu veux pas partager, tu ne fais que retarder l'inévitable qui va être très désagréable pour toi comme pour les autres. À toi de choisir. Et l'ennui, c'est que beaucoup de gens le savent en final. Mais ils se disent, ouais, mais je m'en fous. Je préfère moi avant. Moi prums. Même si ça durera pas longtemps. Après, en essayant peut-être de croire, comme le font pas mal, que non, mais moi, ça durera plus longtemps. Ouais, non, mais moi, ça durera plus longtemps, t'inquiète. Ouais, mais moi, l'incendie, ça va, j'ai des privés. Ça va le faire. Mais c'est très drôle parce qu'on va voir si l'incendie continue. Et puis, comme tu as dit, c'est que l'hiver. Et c'est ni le premier incendie de ouf, alors certainement pas le dernier. Avec les questions du changement climatique, évidemment. Ça devient très chaud, hein, ce qui se passe sans jeu de mots. Dans le sens où à Los Angeles, tu as ce risque-là, qui est pas un risque, hein, parce que maintenant ils en sont en plein dedans, les incendies. Et la fameuse faille de San Andreas, qui on ne sait pas à quel moment ça va péter, mais c'est une zone sismique flippante. Merci à Kiko. Alors j'ai pas mal de choses à voir, mais on va essayer d'évacuer parce que je vais aller sur le sujet sur un média que j'aime bien. Alors Nature et découverte. Il est bête. Il m'a mis ce titre-là, c'est très drôle, Moumou. Près d'un quart des Français déclarent être à découvert sur leur compte courant chaque mois ou presque. En moyenne, leur solde devient négatif dès le 16 du mois. On est le 17. Et c'est vrai. Et bah ouais, putain. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Et quand on a découvert, la banque se fait encore plus d'argent sur notre dos. Hein, vous le connaissez, les fameux Agio. Vous croyez que c'est une pizza italienne ou quoi? Non, c'est l'argent que tu donnes. Alors, moi, il y a un truc que j'ai vécu là, la semaine dernière, le mois dernier qui est incroyable. Donc les refus de prélèvement, machin. Quand ton compte ne peut plus... Quand tu as dépassé ton autorisation de découvert et qu'il y a un prélèvement qui doit être fait et qui ne peut pas être fait, il y a des frais de refus de prélèvement. Que la banque... Oui, parce que tu avais les moyens de le payer, mais du coup, tu as préféré de ne pas les payer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la banque se dit, ah, tu peux pas payer, ben, je vais te mettre des frais parce que tu n'as pas payé. Pour que tu payes plus. Pour être sûr que tu puisses jamais payer. Vraiment. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je me souviens, j'avais mis de l'argent. Alors, est-ce que c'était un chèque? Je sais plus. J'avais encaissé un chèque un vendredi à midi. Et il est arrivé sur mon compte... Mardi ou mercredi? Mardi matin, entre la nuit du lundi au mardi. Et le dimanche à 16h, j'ai eu un refus de prélèvement, justement, parce que le chèque était pas... Et c'est là que je me dis, tiens, c'est génial, parce qu'il vous faut 4 jours pour mettre un chèque sur mon compte.
Parce qu'apparemment, je sais pas. C'est du pur délire. Ouais, mon compte, apparemment, il est à. Non, il faut prendre une diligence. Au Guatemala, voilà. Il faut prendre une diligence. T'as pas le droit d'y aller en voiture. Non, parce que c'est écologique. C'est une diligence. C'est une diligence, elle y va. Après, il doit faire s'arrêter. Le ferry, machin, voilà. Et ensuite, les chevaux les chevaux pour déposer le truc. Par contre, les frais de refus de prélèvement, ça, en fibre. Soir, week-end. En fibre. Wi-Fi, machin. Ah ouais. Instantané. C'est Starlink. Direct. Peu importe où t'es. Absolument. Non, mais c'est quand même dingue. En temps réel. Un dimanche. Non, le truc, il est bien fermé. Un dimanche 16h, il est là, le refuge. Et je reçois une notif refus de prélèvement. Automatique. C'est quand même une dinguerie. Compte sur eux. Comme ça se passera bien. Ah ouais. Alors, pour gérer les refus, ça, par contre, on a une technologie de pointe. Pour l'encaissement d'échecs. C'est limite de la prédiction. Ouais, non, ouais. C'est de la prédiction. Attends, il va être rejeté, Il va être rejeté, je pense. Je le lance. Non, là, c'est sûr. Qui les a se faire en les culs, putain. Vraiment, ça me dégoûte. Franchement, l'institution bancaire, elle me dégoûte. L'abbé Pierre. Ils vendent des livres. C'est pour ça qu'ils vendent des livres. T'as compris maintenant. À 300 balles, ouais. Alors, l'abbé Pierre, il est accusé de viol sur un garçon avec pénétration par un homme dans un troisième et nouveau rapport qui a fourni des éléments de véracité. Une femme de sa famille l'accuse d'attouchement incestueux, d'autres de baiser non consenti, d'attouchement en mode à prendre ou à laisser. Au moins 57 victimes ont été identifiées au total. Le pape a récemment affirmé que le Vatican était au courant de ces affaires depuis au moins 2007. Waouh. Ce pape, j'adore, il s'en bat les couilles. Il met tout le monde dans la sauce. Ouais, il met tout. Tout le monde le savait. Bah ouais. Normalement, tu protèges tes. Non, il s'en bat les couilles. Non. Moi, je bosse avec là-haut. Exactement. Ça, c'est bon, ça, hiérarchiquement. J'en bats les couilles. Il est plutôt cohérent là-dessus. Mais alors. Et en plus, il semble qu'il soit propre. Ouais, il semble. Pourquoi ils font. Alors, je me suis renseigné sur pourquoi il y en a qui font le vœu de chasteté dans la religion. Oui. J'ai lu un truc du pape Paul VI en 1967 qui dit « Le prêtre est un alter Christus », comme l'a notamment rappelé le pape Paul VI, c'est-à-dire qu'à l'instar du Christ, il doit vivre dans la chasteté. Mais déjà, je trouve ça ouf de se dire « alter Christus », genre tu le prends pour qui? Non mais c'est ouf que... Alter Christus, ça va. Moi, ça. Alter Deus, moi. Non, dans la foi catholique, ça veut dire ça, hein. D'ailleurs. Parce que c'est le fils du père. Oui, exactement, oui. Donc, et je me suis dit, mais pourquoi on est d'accord que c'est pas écrit dans aucun livre saint. C'est une vocation que. C'est un vœu que les hommes. D'ailleurs, c'est récent dans l'église catholique. Hein. La chasteté? Oui, chez les clérics. catholiques. Il y a des cardinaux qui sont bien amusés. Hein. Ah oui, alors là, mais vraiment. Enfin, genre, officiellement, qui avait famille, machin. Oui, bien sûr. Puis après, il y a eu des phases non officielles parce que s'ils ont eu du mal à s'adapter à cette norme. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, le célibat, parce que oui, attention, il y a une différence entre vœu de chasteté et vœu de célibat. Parce qu'ils peuvent être en couple, mais rien faire. Exact. Non, même pas. C'est que après ça pose la question de la définition de la chasteté. Effectivement, parce que en gros, il y a une définition maximaliste de la chasteté et une définition minimaliste de la chasteté. La définition maximaliste, par exemple, c'est celle qui dit que tu n'as elle est bizarre celle-là, mais pourtant c'est la plus connue. C'est celle que je n'ai aucun rapport sexuel. Voilà. Et même, je n'ai aucune activité sexuelle. Ça peut même aller jusque-là, la maximaliste. Donc, même tout seul. Perso, voilà, exactement. Et la minimaliste, c'est ce que je trouve... moi, je la trouve plus socialement et logiquement acceptable. C'est seulement avec la personne consentante qui le veut et avec qui j'ai le droit de le faire. Normal, tranquille. Ouais. Voilà. Donc, que ce soit seul ou en couple. Tu vois, c'est ça. Mais voilà, mais la chasteté, ça serait ça. C'est la chasteté minimale. Ouais. Tu vois, et que du coup, justement, tromper son ou sa compagne, bah c'est pas c'est pas chaste. Tu vois, ça peut être consentant, machin, il y a pas de truc chelou, mais c'est pas chaste. Voilà, ça se fait pas. C'est l'idée. Mais pour le célibat, c'est autre chose encore. Tu vois, cette norme de célibat, elle encore une fois, elle est récente, elle date. Attends, j'essaie de me souvenir, mais il me semble que c'est le 15e. Hein. T'as Ken Pachi qui nous a dit. C'est d'abord politique, la chasteté. Oui. Le but, c'est tout d'abord d'empêcher l'héritage parce que les clercs étaient nobles et qu'ils héritaient. Et que ce qu'ils héritaient allait à leur famille, s'ils en avaient. Mais s'ils ne pouvaient pas se marier, alors leur bien allait à l'église. C'est pour ça que la majorité des clercs avaient quand même une famille, mais ne pouvaient pas se marier. Oui, et d'ailleurs, oui, c'est pour ça qu'il y avait l'apparition des cousins. Les cousins des clercs qui étaient en fait leurs fils.
Ah, d'accord. Ouais, c'est mon cousin. Ouais, c'est mon cousin. C'est mon neveu aussi. mais t'as pas de frère. Ouais, mais c'est mon cousin quand même. C'est mon cousin, quoi. On est des cousins. Mais ouais, non, c'est absolument, c'est particulièrement... Oui, et c'est pour ça que oui, on peut légitimement, par contre, poser la question, encore une fois, de la permanence de cette norme. Bah, c'est ça, peut-être qu'il faudrait faire un update, tu vois, sur ce truc-là. Le pape François fait partie de ceux qui y sont favorables, mais il y a une vraie guerre à l'intérieur de la curie, comme on dit, de l'organisation catholique, de l'Église. Ils veulent pas. Et on peut y rajouter un truc. Ils préfèrent avoir des sauces à chaque fois de pédophilie, quoi. Alors, comme je te l'ai dit, tu te souviens, c'est pas lié. Ah oui, c'est vrai que... Et ouais. En gros, ça résoudra pas le problème. Hein. Parce que c'est pas parce que t'es chasse que tu... c'est pas parce que t'es célibataire... que t'as des dérives pédophiles. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Donc ça aussi, parce que par exemple, ça invisibilise la pédocriminalité chez les rabbins et la pédocriminalité chez les imams. Ouais, totalement. Car elle existe bien comme il faut. Oui, et massive. Bien sûr, voilà, qu'on soit clair. Donc, et chez les profs laïcs athées aussi. Tu vois, bien sûr. Et les profs de gym, et les profs de foot, etc. Donc, comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Cherchez pas autre chose. Mais par contre, si tu veux, il y a une double dimension politique. Il y a la première que Kempech a dit, et c'est tout à fait vrai, c'est super important et intéressant. La deuxième, c'est toujours la problématique de la distinction religieuse qui est fondamentale dans une religion confessionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bah oui, à un moment, en gros, quel est l'intérêt d'être dans ton club à toi si les mêmes conditions existent dans un autre club plus ouvert? En gros, c'est toujours les systèmes de distinction. Oui, parce que s'il n'y a pas de distinction, les religions n'existent plus. Ouais. Si en fait, je sais pas, si par exemple il y avait un seul Dieu et une pluralité de manières de le considérer et de cheminer vers lui, je sais pas. Il y aurait à la limite des personnes qui réfléchissent, qui pensent ce rapport-là, cette relation-là, et à eux d'être convaincants, etc. Si c'est du réel et tout, et puis les gens font ce qu'ils veulent. Ah bah non, il faut cadrer les ouailles, il faut faire attention à ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, etc. Et qu'ils rentrent dans le giron d'un système fini et bien déterminé par un système confessionnel. Bref, si les catholiques peuvent lire la Bible, ne sont pas obligés d'être célibataires s'ils veulent être des religieux, et en plus ils ont le droit de divorcer, bah ça s'appelle des protestants. Hein. Et alors eux, ils ont avec la particularité d'avoir le Nouveau Testament, parce que limite, ils seraient même des juifs avec le Nouveau Testament. Tu vois, et à la fin, tu dirais, et finalement, ils seraient même quasiment, c'est des musulmans, mais qui boivent de l'alcool et qui mangent du porc. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, tu vois les frontières, tu comprends? C'est des trucs discriminants. Ah oui, donc c'est vraiment qui permettent de créer le bien sûr. Sinon, en gros, ta boîte, elle n'existe plus, en fait. Ouais, putain, c'est vraiment ça. Je comprends. C'est dur, hein. Alors très rapidement, parce qu'on va bientôt finir, parce que j'ai pas tardé moi aussi à devoir bouger. D'ailleurs, je joue au Vésinet ce soir. Je sais pas s'il y en a qui sont là-bas, qui ont pris leur place avec passeport. Il y a Estrosi, le maire de Nice, qui réclame la surveillance systématique des transactions financières réalisées par les Algériens en France. Super. C'est un truc de ouf. Entre lui, Rotaillot, tout ça, ils sont ultra fatigants. Et lui, et quand tu vois, est-ce que Sarkozy... Enfin d'ailleurs, putain, Sarkozy, c'était génialissime. Pendant son nouveau procès, là. Il est en procès pour le financement libyen. Je sais plus on est à combien, mais... Ouais, grave. Pendant le financement libyen. Et à un moment, il y a un extrait qui a été diffusé. Une pépite, je sais pas si tu l'as lu. Non. En fait, on lui parle de Ziad Takieddine, qui avait témoigné pour dire qu'il avait eu les valises. Et après, qu'il s'était rétracté. Et après, qu'il avait dit, si je me suis rétracté, c'est à cause des pressions que le clan Sarkozy m'a fait. Et surtout qu'il y a eu 2 morts. Hein. Non, c'est chaud. Oui, c'est pas juste une pression c'est pas pression. c'est pas cool, hein. Ouais. non, il y a eu mort d'homme, hein. Et en fait, là, Sarkozy, il a vécu un truc, mais j'aurais tellement aimé voir voir la phase, pardon. C'est concernant pendant le procès. Alors attends, je vais vous retrouver la phrase. Elle est génialissime. Attends, je vais mettre le mot-clé un ange passe, parce que c'est ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai? Bon, non, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de le faire à l'aide de mes connaissances. Ouais, si, voilà, c'est ça. En fait, en gros, dans le procès, à un moment, on lui parle de Ziad Takieddine, qui l'accuse, machin. Là. Et lui, il dit comment on peut écouter la parole de quelqu'un qui a été condamné par la justice?
Et t'as la procureure qui lui répond. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas prendre en considération la parole de quelqu'un qui a été condamné par la justice. Et là, dans l'article, ils disent un ange est passé. Ah, tu m'étonnes. Il a fermé sa gueule. Il y a un bus qui est passé. Un bus d'ange. Ils étaient là. Ouais, salut. Non, mais, mais ta gueule. Ta gueule. T'as vu quand tu le sors là d'un coup, ça fait bizarre. Ouais. Tu t'en rends compte ou pas? Tu t'es pas rendu compte? Attends, je vais la redire. Ouais, non, mais il est con. Oh là là. Allez, t'es président quand même, hein. Ouais. Encore une fois, une énième l'ange démonstration. Le plus gros de tous les temps, elle dit maman Zabache. Une énième démonstration de la compétence, tout ça. Ouais. Il dirige parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Ouais, c'est ça. Putain. Oh là là là. Ah, par contre, pour voler, ouais, ça c'est. Compétence incroyable. Ah, bah ça c'est sûr. Après, tu me diras, ça demande pas d'une compétence très particulière en vrai. C'est juste un peu de culot. De culot, voilà. Ouais, c'est ça. Pas de morale et. Accessoirement, il faut s'en débarrasser en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sert à rien. Ça va t'alourdir. Tu vas pas être à l'aise. Je suis très content que tu me dises ça. Grave. Non, mais c'est dingue. Très rapidement, il y a une famille qui a vendu sa maison pour acheter un bus à 56 000 € et partir en road trip. Mais après seulement 4 heures de route, ils sont tombés en panne et depuis 5 mois, ils sont bloqués sur une aire d'autoroute en Ille-et-Vilaine. Alors ça, putain, ça c'est chaud. Hein. Et donc là, ils sont en train de porter plainte contre le revendeur parce qu'il y avait plein de vices cachés. Mais ils sont bloqués sur une aire d'autoroute, putain. Après 4 heures de route. Et le bus est top, hein, j'ai vu les images. C'est pas les couteaux les plus aiguisés comme ça. Non, mais les pauvres, ouais, je te jure. Ils ont vendu la maison en plus. Ça, et tu sais, je disais à Gaël. L'impulsivité, c'est pas toujours top. Hein. Ouais. Merci, Sid, c'est gentil. T'imagines que tout claqué pour vue sur la 41 là-dessus. Non, mais tu te rends compte que leur vie, elle est foutue, ouais, parce qu'ils ont fait confiance à un gars, à un vendeur. Ils n'ont pas eu, je sais pas. Mais pour souligner encore une fois, comme pour le fait de diriger, le fait d'avoir une fortune ou d'avoir de l'argent ne signifie pas que t'es très. Ouais, c'est ça. Mais là, en plus, je pense qu'ils se sont juste dit, ils ont pas l'air d'être fortunés, mais ils ont juste vendu leur maison en se disant. Ah bah aujourd'hui, c'est bien d'avoir une maison quand même et d'avoir le luxe de le vendre. Ouais. Un bus à 56 000 balles, ils partent en road trip, et le pire, c'est surtout que c'est pas au bout d'une semaine, donc 4 heures. C'est-à-dire que t'as même pas eu le temps de mettre la musique, de dire ça y est, c'est parti, notre nouvelle vie commence maintenant. Track tout, hop, ça s'arrête. Parce que là, on en est qu'à la track 4 de la playlist. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? J'avais prévu une playlist de 16 heures sur Spotify, donc là, je comprends. La défaite. Chaud, voilà. La méga défaite, quand même. Et 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé? 5 mois sur l'air de. Parce que là, en fait, c'est le combat. Non, les pauvres, ils ont pas de ressources en plus, c'est ça qui est dommage. Là, ils ont vraiment fait. Je pense qu'ils ont fait un all-in. Ouais, c'est très impulsif, ça. C'est pas une bonne idée. Parce que les enfants sont pas très âgés, ils doivent avoir une dizaine d'années. Donc, pas très prudent, tout ça. Ils s'étaient vraiment dit, ouais, tant pis, on s'en bat les couilles, road trip, parce qu'ils devaient partir. Faire un road trip. Que la road, il n'y a pas de trip là. Bref, c'est chaud. Il y a Route T137 qui dit la sélection naturelle fait des ravages cette année. Oh le bâtard. Et Napoléon 75,19 qui dit le concept de la cagnotte, c'est pas pour éponger les conneries des débiles qui agissent comme des enfants. Ah oui, parce qu'ils en ont une cagnotte. Ah putain, les gars sont durs. Non, mais c'est pareil, c'est le. En fait, c'est ça aussi. Il y a un truc. Moi, ça m'énerve un petit peu. Le fait que les gens. En gros, évidemment, on peut qualifier tout comme on veut leur démarche, ce qu'ils ont fait, etc. Mais je suis désolé de vous dire, mais attention à ceux qui raisonnent en disant ils ont fait une connerie, ils assument. Bah en fait non, parce que comme on dit, quand tu étends un raisonnement à l'infini, tu vas voir après ses limites, très très vite. Ça va te revenir à la gueule. Exactement, parce que en gros, pardon de faire du Christ dans le texte, mais que celui qui n'a jamais fait de connerie, les gars, allez-y. Non, moi j'ai jamais fait d'erreur et j'ai jamais compté sur quelqu'un pour me relever. Ah bah j'aimerais bien voir ça. Ouais. Ah j'aimerais vraiment le voir. Ça sera très intéressant. Lève-toi et marche. Tiens, vas-y, montre-moi ça. Non, donc en fait oui. Tu sais, en gros, ouais c'est con. Ouais, c'est impulsif. Appelle comme tu veux. Bah comme la nana qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt là. Tu l'as vu ce truc-là? Pas du tout. T'as pas vu ça? Non, du tout. En mode du tout. Oh my god, on va lui apprendre le truc qui a fait jacter tout le monde pendant une semaine non-stop. Les amis, on vient à un moment historique. J'ai l'impression que je vais t'apprendre genre
le 11 septembre. Ah ouais, le World Trade Center. Le truc qui tourne en ce moment, c'est passé dans 7 à 8, l'émission. D'accord. C'est une femme d'une cinquantaine d'années qui s'est fait contacter par une nana sur Instagram. Elle n'a pas les réseaux à la base. Cette nana, elle avait créé, cette femme qui s'appelle Anne, elle a créé ses réseaux pour partager ses photos de vacances avec sa famille. Et donc là, elle se fait contacter par quelqu'un. Je le sens très mal, je me sens pas bien. Elle se fait contacter par quelqu'un. La vulnérabilité à 10 000%. Vas-y, continue. Elle se fait contacter par quelqu'un qui lui dit voilà, je pense qu'en anglais, mon fils serait tellement bien avec vous, vous allez l'air bien, vous êtes belle et tout machin. Tu sens la pigeonnage. Et là, elle se dit mais votre fils et tout, et la nana, elle s'appelle genre machin bidule Pete et tout, c'est bizarre. Et après, elle reçoit le message d'un compte d'un mec qui lui dit ouais, ma mère m'a parlé de vous, je sais pas pourquoi, désolé et tout machin. Dit, non, c'est en et plus de fil en aiguille, et de fil en aiguille, il commence à lui parler, dire bon en fait je suis Brad Pitt et tout, et il lui envoie des photos faites par une IA. Non. Et en fait, alors elle arrive jamais à l'avoir au téléphone. Et puis de fil en aiguille, tu vois, elle commence à s'attacher, machin, hein. Mais ça a duré longtemps l'affaire. Je crois que c'est sur 1 an. Ouais, c'est ça, c'est genre la ça a été. Et ensuite, de fil en aiguille. Il lui dit là putain mes comptes sont bloqués à cause de mon divorce avec Angelina Jolie mais je dois me faire opérer du rein et elle a eu un cancer tu vois et donc il lui dit ouais je crois que j'ai un cancer du rein donc après elle est contactée par mail par un faux docteur qui existe vraiment dans telle clinique et tout machin. Quand même il y a eu un taf taf de ouf. Attends, il lui montre comment il pouvait savoir qu'elle a eu aussi un cancer? Elle l'a dit dans la discussion. Et là, il s'est dit, ok, parce que ça a duré vraiment longtemps. L'hameçonnage de haut niveau. L'hameçonnage de haut niveau. Faux compte de médecin, fausse facture au nom de l'hôpital. Mes comptes sont bloqués, tu peux m'envoyer 5000, je te les rends. Il lui envoie des comptes à lui. Regarde tout ce que j'ai sur mon compte, regarde. Hein. Ensuite, et au final, elle a lâché 830 000 balles. Oh, t'es sérieux? 5 000 par-ci, 10 000 par-là. Là, il faut 100 000 pour ça. Là, machin. Elle était plutôt riche. En fait, son mari était riche. Ouais. Et ils avaient divorcé et il lui avait versé 800 000 euros. Et elle lui a dit, en fait. Oh. Wow. En fait, elle lui a dit, ouais, j'ai eu un héritage. Ça y est, j'ai eu ma part, ma soult. Là, Et elle lui a dit, et là, c'était fini. Et là, ils l'ont désossé. Ils l'ont désossé de bout en bout. Wow. Et à la fin. Ouais. Donc sa fille qui la phase médiatisation sa fille qui lui dit bah non qui a 22 ans qui est étudiante en droit qui lui dit mais maman elle voulait pas écouter sa fille mais ça c'est un classique c'est un vrai classique attention c'est comme pour les sectes c'est le système elle lui dit tu verras tu seras contente quand Brad Pitt il viendra te chercher à l'école et tout et alors attends et la cerise sur le gâteau genre bon là tu m'as pris 800 000 balles et tout. Et là, un gars du FBI qui la contacte pour lui dire écoutez, on va s'occuper de votre affaire, je suis John Smith du FBI. Il lui envoie sa carte. Elle lui dit je veux voir vos papiers. Il lui envoie un passeport, John Smith, FBI, la carte FBI. Il dit là, je vais pouvoir récupérer votre argent, il me faut $5 000 pour débloquer. Mais arrête. Mais c'est pas. C'est-à-dire que. Oh non, elle s'est fait jusqu'au bout, le brouteur, il s'est dit là, je tire, là, je suis en train de créer ma légende. Oui, littéralement. Là, au Bénin, le mec, tout le monde le regarde. Là, c'est l'Himalaya, les gars, ils se disaient c'est bon, on va faire du dépassement de soi, tu vas voir. Jusqu'au bout. Ils sont allés au bout de la montagne, les gars. Désossé. Oh non, mais c'est. Non, là, c'est pas. Là, on tire pas sur une ambulance, quand même. C'est pas vrai. Mais et donc 7 à 8, ils ont publié le truc. Et là, en fait, apparemment, ils ont, selon elle, manipulé les images, etc., pour la montrer juste bête. Et oui, bien sûr. Ça me surprend pas. Parce que 7 à 8, ils ont fait un truc. Et j'avoue, avec Gaël, on s'était dit, c'est bizarre. Ils présentent la nana, ils disent, voilà, elle s'appelle Anne, elle a 50 et quelques et tout et tout. Et ils disent ce détail qui, moi, m'a choqué parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Ils disent, Anne, qui est mariée à un millionnaire qui a 19 ans de plus qu'elle. Et je me suis dit, d'accord. Et après, ils enchaînent. Hein. Tu dépeins quoi? T'es en train de nous dire quoi? Tu vois, genre, c'est une tu peux rajouter cher, en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis à la fin, vous voulez vous dire cher. Ouais. Voilà. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont insisté là-dessus. Donc, depuis la diffusion du truc, elle a fait 3 tentatives de suicide. Elle est dans un truc médicalisé. Depuis la diffusion, même pas depuis la révélation de son problème. Ouais. Alors, en tout, peut-être. Oui, je pense, parce que je pense que déjà une semaine. Et puis je pense surtout que ça suffisait déjà en elle-même de découvrir que c'est une arnaque en fait. Et en fait, t'as un gars qui s'appelle, t'as un gars d'une boîte qui s'appelle Find Your Scammer.
C'est un mec qui s'appelle Marwan et qui a une bande de hackers avec qui ils essaient de retrouver les scammers, tu vois. Et en fait, quand ils ont découvert cette histoire, ils ont décidé de faire ça pro bono et ils ont retrouvé le gars. Ils ont fourni tous les trucs à la police. Moi j'adore les mordus comme ça m'a toujours fait kiffer. Ils ont retrouvé le gars, ils ont retrouvé les comptes, le wallet. Ils ont tout tracé et il dit ce même gars il se fait aussi passer pour Keanu Reeves. Il essaie de ça. Donc vraiment ils l'ont. Et donc là, ils espèrent que. Ils peuvent récupérer. Alors, c'est la banque qui va. Moi, je m'inquiète pas. Après, je m'en fous. La banque, elle va peut-être pouvoir. Elle a fait un manquement en fait, parce que c'est des comptes à l'étranger. Elle a envoyé des 100 000 balles à des comptes à l'étranger. Normalement, eux arrivent une certaine somme. Ils sont censés faire une vérification pour ça. Et ils en ont fait aucune et ils ont laissé passer les virements. Ah ouais, non, ça c'est pas bien. Donc normalement, elle va devoir khalas la banque. Donc elle va pas retrouver ses 830 000 euros, mais elle risque de retrouver, j'espère, une partie. Et donc elle se fait défoncer sur les réseaux, machin. Sa fille à l'école. Elle se fait défoncer pourquoi ? Les gens lui disent, ils se foutent de sa gueule. Ouais, parce qu'ils disent qu'elle est trop conne. Ouais. Ça, par contre, c'est la négation absolue de la psychologie sociale. Parce que au-delà que oui, il y a en plus un côté très tentant de se dire elle avait suffisamment de thunes, donc cher, tu vois, un peu ce côté-là. Ça, à la limite, je veux bien que certains le pensent, c'est pas grave. mais oui, parce qu'en gros, il fallait avoir le luxe de balancer 800 000 balles quand même. Tu vois, c'est pas le cas de beaucoup de Français. Hein. Oui, c'est ça. Et pour parler que de la France. Mais sinon, au-delà de ça, les gens ont l'impression, surtout quand on refait le récit, ont l'impression que c'est gros comme une maison, qu'il faut être totalement teubé pour gober que Brad Pitt va partager ta vie, que Keanu Reeves ou que l'inspecteur John Smith de Matrix soit celui qui va te régler ton affaire. On pourrait se dire c'est grotesque, c'est débile, mais en fait c'est vraiment, vraiment très mal connaître, même nier ce qu'est la psychologie sociale, parce qu'en fait, t'inquiète pas mon grand ou ma grande, il y a toujours une arnaque pour toi. Donc quand toi tu te dis mais non mais Brad Pitt n'importe quoi, t'inquiète pas. Il y a des spécialistes, et c'en est, ceux qui ont fait ça, qui sauront parfaitement trouver le point faible te concernant, qui te permettra de rentrer dans une arnaque grosse comme une maison. Et tu y rentreras les 2 pieds, complets, le corps entier, tu feras « Non, mais j'ai pas compris tout. » Et tu te sentiras très bête. D'ailleurs, c'est même une des raisons qui peut pousser au suicide, justement. C'est de se sentir extrêmement bête. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça dont il est question. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On parle littéralement de système de manipulation très bien rodé, qui, attention, on parle de taux de réussite à 60-80%. Hein. Ouais, donc ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas 60-80% de teubé. Exactement, enfin, normalement, je pense pas. Mais, et c'est pour ça que, en fait, s'il y a bien une erreur à ne pas faire concernant cette histoire, c'est de croire qu'elle est bête. Et il y a quelqu'un Cécile qui dit... alors, Mimomès qui dit on est tous le pigeon de quelqu'un. Mais ça, c'est vrai. Et les grands arnaqueurs, quand ils te parlent réellement, ils te le disent. Ils disent t'inquiète pas, mon gars, t'inquiète pas. Et Cécile, elle dit il y a un mec qui a mis sur Threads qu'on rigole d'Anne, mais qu'on oublie qu'il y a 11 millions de Français qui croient que le RN va agir pour leur pouvoir d'achat. Exactement. Tu vois, oui, ça fait 11 millions de pigeons quand même. Hein. Non, mais c'est un exemple. Et ça, en plus, t'as vu, c'est à grande échelle. Mais les arnaques comme ça, tu sais, là, elle a utilisé la célébrité, il y en a, ils utilisent la foi aussi, en disant que oui, j'étais vu en rêve, machin. Où il y a Monamen qui dit ça va, les Blancs ont utilisé un faux dieu pour piller toute l'Afrique, non ? Mais voilà. Regardez, c'est écrit là. Non, mais c'est ça. Tout le monde. Quand on voit ce qu'on appelle l'ensemble des... Les Raéliens. Oui. La scientologie. Et d'ailleurs, plein de gens pensent encore une fois que c'est des gros débilos, pas diplômés, pas de tout. La scientologie, c'est un truc de... Mais tu sais que dans les sectes, généralement, même en études en sociaux, on a vu que c'était principalement des CSP+, c'est des gens qui ont des diplômes. Mais attends, dans le documentaire sur les Raéliens, ils avaient une nana qui était haut gradée en recherche et développement de machin, parce que c'était elle qui encadrait les recherches pour le clonage, tu sais. Mais ils n'ont pas pris des gens qui avaient un bac+2. Ah bah non, tu peux pas. Et c'est pour ça que c'est... En gros, c'est vraiment... Mais c'est très important. Moi, je trouve que c'est une histoire... Franchement, moi j'adore cette histoire, mais c'est terrible. Hein. Mais je trouve qu'elles sont très édifiantes. Il faut lire, si vous ne l'avez pas encore lu, l'excellent livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, un des plus grands psychologues sociaux américains sur le sujet. Ah non, mais vous allez sentir, vous allez comprendre le truc. Hein. En tout cas, il faut essayer, parce que clairement, nous sommes toutes et tous vulnérables à la manipulation et à la psychologie sociale rudimentaire. Et les techniques d'hameçonnage, et puis pareil, le petit traité de manipulation à l'usage des gens. Mais tu sais que, par contre, je te dis la vérité, j'en suis certain que si des personnes lisent ces 2 livres-là, je sais que beaucoup vont se dire « Ouais, non, mais moi, ça m'arriverait jamais. Mais non, mais c'est trop gros. »
c'est pas vrai, hein, ça marche de ouf. L'hameçonnage, ça marche de ouf. C'est vieux comme le monde et ça marche de ouf. Tu sais, la technique de tu fais une fausse promo pour que tu rentres dans le magasin et que finalement, en fait, la promo dit ah, mais non, mais elle est finie. Et crois-moi, tu sors avec un truc que t'as acheté, que t'aurais pas dû acheter. Ouais. Ça marche de ouf, en fait. Faut se rendre compte. Tu sais, c'est nul, hein. C'est des procédés. Et là, alors que là, ils ont fait des efforts quand même. Tu sais, je veux dire, les cartes, machin. Et il y a un taf derrière. Hein. Là, comment ils l'ont hameçonné, là, sur un an et tout. Après, nous, comme on les a, parce qu'elle connaissait pas du tout les réseaux sociaux. Nous, quand on connaît les réseaux, c'est pour ça que les gens se foutent de sa gueule, parce que tu vois les photos. C'est grossier. C'est abusé. Ils en montrer une, notamment. Quand il lui explique qu'il est sur le lit d'hôpital... Il ressemble plus à Brad Capit en fait. Non, mais c'est juste que déjà personne prend des photos pendant une intervention chirurgicale. Ça c'est vrai. Alors attends, les médias... Ouais. Alors attends, ça c'est des photos que... Alors là, il y a peut-être des photos que c'était pas... Photos de lit d'hôpital. Il lui a envoyé des photos comme ça, genre... Ouais, mais non, mais en fait... I love you, Anne. Non, il écrit. Et il a envoyé... Alors, la pire, c'est celle-ci. Il lui a envoyé cette photo-là pour lui dire ouais, je suis à l'hôpital et tout, je pense à toi. Et il avait toujours une raison pour pas qu'il s'appelle. Oh non, mais c'est. Ah oui, ah non, je t'ai pas dit. À un moment, parce que tu sais, elle voit sur la presse People que il est avec une nouvelle nana. Ok, ouais. C'est quoi cette histoire? Il lui dit mais non, c'est sorti de nulle part et tout. Tu sais ce qu'il a fait Non mais le brouteur. Tu sais ce qu'il a fait avec de l'IA, il a fait un faux JT avec une nana qui parle en anglais et qui dit. Breaking news, Brad Pitt affirme que les rumeurs concernant sa liaison avec machin sont fausses. En effet, il serait en couple avec une certaine Anne. Oh. Et là, ils mettent la photo d'elle, machin. Et, oh non, c'est trop, c'est trop. Et l'extrait de JT, c'est Brad qui lui envoie. Et tu sais comment il lui envoie? Il lui dit pas, bah tu vois, la preuve que machin. Il lui dit, c'est toi qui as parlé à la presse, regarde sur quoi je suis tombé. Et elle culpabilise, mais non, j'ai rien dit et tout. Non mais, hé vous pouvez pas être méchant avec Anne, c'est trop. Mais oui. Mais non, mais en gros, imaginez-vous que quelqu'un fait sur un truc qui vous passionne, qui vous colle au corps, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Il faut comprendre, hein. Le hameçonnage, c'est chacun a ce qu'on appelle une porte d'accès. Chacun a en fait a une faiblesse, une faille. Après, par contre, tu peux travailler. Tu peux. Ah ouais, non, c'est chaud. Et c'est sa photo et tout. Non. Mais non, mais moi je crois. Mais moi j'y crois. Tu rigoles ou quoi? Bah non, c'est abusé. Il entretient une relation exclusive, tu sais, pour vous. Ah non, c'est trop. Anne, et là il met la photo. Ah non, c'est pas bien. C'est vraiment mal. C'est vraiment mal. Non, vraiment. C'est vraiment pas bien. C'est chaud. Ah non, ça c'est pas bien. Mon micro il marche pas? Si, bah, je sais pas, du coup, on me dit mon micro. Ouais, donc écoute, voilà. Et, en tout cas, ton micro est HS. Ah ouais. Merci Lord Basky. Attends, je vais. Et ça aussi, quand je parle, là, dans la machine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah bah si, on t'entend, t'inquiète. Non, c'est bon, ok. C'est bon, c'est revenu. Ah d'accord, c'est revenu. Non mais c'est chaud, hein. Bon allez, je finis avec le no comment. Ah oui, non, c'est l'histoire de Godard. Mais voilà, vraiment, j'insiste, c'est que vraiment, comme l'a dit Mimolez, c'est tout à fait vrai, on est tous les pigeons de quelqu'un. Oui. Après, moi, je me suis déjà fait arnaquer. Après, j'encourage effectivement, parce que c'est mon côté humain, justement, de chacun et chacune, de multiplier les mécanismes de défense, de multiplier les outils de défense par le fait de connaître. Il faut connaître les techniques de manipulation, il faut connaître la psychologie sociale. Ah, je ne peux que recommander aux gens de lire tout ce qui est en psychologie sociale. Ouais, mais ça vous donnera beaucoup plus d'alerte et beaucoup plus de capacité de résister. Parce que franchement, c'est loin d'être aussi simple qu'on le croit. Vraiment. Là, ça a l'air encore une fois grossier parce qu'on vous parle ça après en vous montrant tout le kit qui a l'air ultra facile et simple. Mais non. Ouais, s'il a fait autant d'efforts et s'il est rentré dans la brèche. Et puis c'est connu, tu sais, la dissonance cognitive, les biais et tout. Bah oui, c'est un travail de longue haleine. Et ça s'est pas fait en une semaine, les amis. Ça s'est fait en 1 an et quelques. Ils ont trop bien taffé. Moi, j'ai un pote pareil, il s'était fait taffer par un brouteur qui lui a fait croire que mon pote est coach sportif. Ok. Un gars a trouvé son profil sur le site de France Travail. Parce qu'il s'était mis dessus
Et il lui a dit, ah bah voilà, moi je représente les intérêts d'un... Non, c'était un mec qui dit, voilà, moi je suis un homme d'affaires au Canada, mais je vais revenir bosser en France, je cherche un coach sportif, mais j'aimerais l'embaucher pour qu'il soit avec moi en temps plein et tout, machin, j'emménage en telle date et tout, est-ce que ça vous intéresse un contrat et tout. Ça a l'air vachement crédible quand même. Pendant des mois, ils ont parlé, dis-toi. Pendant des mois. C'est vraiment cuisiné. Hein. Jusqu'à ce que le mec il dit ça y est, j'arrive. Je vous laisse avec mon contact sur place qui va faire mon assistant qui est arrivé déjà sur place. Machin, parce que moi j'arrive que comment tu distingues ça? Non mais vraiment, en vrai, tu peux pas. Et il lui dit quoi le gars? Il lui dit ouais, tout le matos là, on l'a fait livrer à tel endroit, machin. Il y a tant de frais à sortir. Je vous envoie un chèque, vous l'encaissez, et une fois qu'il est sur votre compte, vous allez récupérer le matos. Donc il se dit, bon, il reçoit un chèque. Mais non. Il l'encaisse. Il voit plus 2300 € sur son compte. Ouais. Il se dit, bon, bah, je vais aller récupérer le truc. Bah, ouais. Il dit, ouais, pour récupérer le truc. En gros, là, pour l'instant, je vois pas comment tu pourrais dire non, impossible. En fait. Et il dit, il lui dit, ouais, pour récupérer l'argent, pour récupérer le matos, les gars, ils demandent à payer en truc PCS, machin. Il se dit... Ouais, déjà, par contre, ça devient chelou. Ouais. Et là, il dit, mais par contre, il faut payer maintenant, machin, il faut que vous ayez récupéré les trucs PSS maintenant, et c'est un jour férié. Il dit, ouais, mais là, on est en jour férié, les tabacs, ils sont pas tous ouverts. Il fait, ouais, non, mais il faut, parce que sinon, nous, on se retire de l'offre et tout. Et il se dit, putain, pourquoi ils sont chelous? Il va quand même au tabac d'à côté. Parce que t'es embarqué, en fait, c'est chaud. Il va au tabac d'à côté, parce que c'est un gars qui habite à côté d'ici, c'est un de mes potes. Et heureusement, le tabac, il a grandi ici, il le connaît depuis tout petit. Et le mec du tabac lui fait, mais Anto, pourquoi t'as besoin de PCS? Oui, non, voilà. Et il lui explique le truc. Il fait. Il dit, moi je suis buraliste, paiement en PCS, c'est une arnaque. Il dit, mais j'ai l'argent sur mon compte, tu le fais, c'est normal, il y a 48 heures de vérification de la banque. Dans 48 heures, regarde ton compte, ils vont te les retirer. Ah, ok. Même ça, je savais app. Et il a attendu 48 heures. Moins 1200, les 2300 €, ils sont plus là. Non. Ah ouais. C'est pas fort. Ça, tu vois, et mon pote, c'est un mec terre à terre, machin, business et tout. Mais la brèche, elle était parfaite. Comme on dit, le coup dans le foie, c'est parfait. Mais c'est mais tu sais que moi, il y a des techniques d'hameçonnage même pour les chercheurs. Tu sais que je reçois des mails de oui, on a remarqué votre travail de qualité et tout. T'es en anglais un peu approximatif au début, mais tu fais pas gaffe parce que tu vois que les mots-clés. Ouais. Donc voilà, on propose de publier. Donc ça va, il n'y a pas des enjeux de ouf. Mais si tu rentres dans la brèche, je suis sûr que tu cliques sur ce lien. Et oui, et quand même à la fin, le gars, il te dit oui, on est une revue très connue, machin, etc. On vous propose machin. Ça, on vous donne. Et c'est des trucs de fou, en fait. Bien sûr. Donc tout le monde a des brèches. Mais oui. Faut être très conscient de ça. Mais c'est pour ça, vraiment. On se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Allez, on finit par le no comment, les news qu'on ne peut pas commenter. Je vous dis des noms, je vous dis des news, vous pouvez mettre que des emojis et nous ici on doit se retenir de commenter. Allez, c'est parti, on passe en emoji sur le chat. Normalement, c'est bon. On commence avec le premier no côté prêt, Hamza, attention. Ouais. On commence avec Gaza. Gaza, le nombre de morts causés par Israël serait sous-estimé de 40% avec 64 260 victimes durant les 9 premiers mois, soit environ un habitant sur 35 selon The Lancet. Pardon, c'est pas un comment. Je veux comprendre. Ouais. J'ai pas la suite. Ah ouais, t'as pas le. Parce que c'est quoi c'est 40%, c'est quoi? C'est les 64 000 ou c'est le. Je pense que c'est le résultat. C'est le résultat. On le sous-estime le résultat de 64 000 de 40%. D'accord. Je pense. Ouais. Ouais, vraiment, j'ai pas compris. Parce que oui, parce que si sous-estimé, non, parce que non, on sait que The Lancet, ils avaient déjà publié un truc où ils parlaient de 180 000. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Ouais. Ok, voilà, merci. Chalgoumi félicite Bruno Retailleau pour sa fermeté face au lycée musulman Al-Kindi pour avoir fait rompre son contrat d'État. Bref. Et enfin, le groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale sera désormais présidé par le RN. Oh, purée de pommes de terre. Oh là 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 là. Et ben, on a des trucs à dire là-dessus, hein, putain. En tout cas, force aux Marocains, parce que décidément, ça n'arrête pas ces derniers temps. Bon, j'ai un pote marocain, Amine, que j'embrasse, mais on le charrie à chaque fois. Il n'y a que des news qui ne vont pas dans le bon sens pour eux. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait trop plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Chalgoumi, il est pour qui? Bonne question. Je ne sais pas s'il le sait lui-même. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker, à partager autour de vous. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais comment ça, vous avez que ces vues-là alors que c'est génial ce que vous faites ?» et tout.
tout, partagez. En vrai, là, c'est moment de répandre, de nous soutenir sur Tipeee. Allez-y à fond. Et on va, là, et c'est pas des paroles en l'air, très bientôt mettre en place notre première rencontre IRL. Pour pouvoir vous expliquer comment ça va se passer, où ça va se passer, etc. Comment, qui, quoi. Il est temps de le faire. Ouais. Je fais une masterclass, mais c'est un moment improbable, en fait. Mardi 28 janvier, ouais. Ah ouais? Ouais. À Vélizy. À Vélizy? Ouais. On a eu la salle de la Brèche, donc il a dit vas-y, fais trop bien. Bah ouais, dis. Ouais, voilà. Il fait je t'envoie l'info et tu transmettras dans les réseaux. On transmettra. Ouais. Ce sera une occasion, ceux qui peuvent venir, venez. Ouais, grave. Je pourrais vous voir. Putain, moi je jouerais, je pense. C'est pour ça, c'est ce que je me disais. Et puis il m'a dit, au moment, au début, je lui dis, il voulait qu'on fasse un truc ensemble. Je lui dis, mais non, c'est mort, laisse tomber. Il m'a dit, fais un truc toi. Je lui dis, d'accord. Ouais, mais grave. Alors voilà. C'est un truc sur le travail. Je vais intervenir sur le travail. Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Mardi 28 janvier à Vélizy. 19h ou 20h. À 19h ou 20h. Je pense un truc comme ça. Ok, d'accord. Et il faut que tu me donnes les éléments. Voilà. Déjà le premier rendez-vous. Premier rendez-vous. Comme ça, si vous pouvez venir, venez. Ce sera la première masterclass de je crois que c'est 10 balles l'entrée. Peut-être qu'il y a un livre d'Agatha Christie qui s'appelle les chroniques du Dr H ou un truc comme ça, ou les crimes du Dr H. Les crimes, c'est moins drôle. Attends, Agatha Christie, Dr H. J'ai vu ça hier parce que tu sais, on a plein de livres. La clinique du Dr H. C'est drôle. Je trouve ça trop drôle. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Merci à ma chérie Gaëlle Cagnan qui est à la réalisation et qui va revenir là sur YouTube avec des nouveaux mask-off, etc. Donc restez connectés. Merci à Mani qui n'a rien fait comme d'habitude, mais qui était sur la table. C'est pas Agatha Christie. C'est Mary Higgins Clark, t'as raison, pardon. Mary Higgins Clark. Oui, en fait, ils ont trouvé, mais c'est Mary Higgins Clark, parce que c'est l'autrice. Oui, c'est ça. Désolé. Mais en tout cas, voilà, ça fait trop plaisir. Merci à toute l'équipe qui nous suit, tous les cracks. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.